Il est midi, les amis, et c'est l'heure de vous proposer une nouvelle émission de Hors-jeu. Bienvenue à tous. Alors, moi, je vous le dis tout de suite, c'est pas des horaires qui me conviennent. C'est super chelou de faire une émission à midi. Moi, j'y arrive pas du tout. Mais on va quand même essayer. Pourquoi tu n'y arrives pas ? J'y arrive pas, je sais pas. Moi, j'ai besoin de la soirée. Pour moi, une émission, c'est le soir. Tu vois, à midi, je sais pas, les gens, ils sont en train de manger. Oui, il y en a, ils dorment aussi à cette heure. Il y en a, ils dorment, t'as vu ? Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. On l'a vu là-bas en Allemagne, qu'il y en a qui pouvaient dormir jusqu'à 13-14 heures. Vous avez fait un vlog sur le sommeil là-bas, sur l'Allemagne ? Vous avez fait un vlog sur ça, sur qui dort à quelle heure, qui se lève à quelle heure ? On sait qu'il se levait 5 minutes avant l'émission, et parce qu'il y avait l'émission. Tu regardes les yeux, il y a des yeux gonflés, il y a des yeux un peu moins gonflés. C'est aux yeux surtout qu'on le voit. Fallait dormir de manière optimale, c'est tout. C'est une manière d'optimiser son sommeil. D'accord. T'as fait des études sur ça, toi, exactement. Des études sur le sommeil. Non, mais oui, c'est vrai que c'est une heure assez particulière. En tout cas, on est toujours aussi content d'être avec vous pour parler des rencontres de l'Euro. On a Bruce qui est là aujourd'hui. Comment ça va, Bruce ? Salut tout le monde. Bon, écoute, on en parlait un peu avant. Un peu saoulé des matchs qu'on a dans cet Euro parce que ça avait bien commencé. C'est vrai qu'on se tape beaucoup de purges. Blasé. Ouais, non, mais on a envie de voir quand même un minimum de jeu et de football. Et c'est vrai que là, honnêtement, c'est déception sur déception. Donc un peu saoulé. Maintenant, on verra. Il reste de 8e et sur tous les quarts, on risque d'avoir des belles affiches. Mais je m'attends à quelques purges quand même encore. Oh, ça va se relever tranquillement. C'est comme ça, phase finale. C'est là où ça part. Ça va y aller. On va vite aller à la fin du tournoi. Et lui, il n'y a rien à faire. Ouais, non, mais c'est relou, les gars. La vérité, ce tournoi, c'est... Comme tu dis, on aura peut-être quelques matchs marquants, mais franchement, c'est une purge, je trouve, cet Euro. Ouais, c'est le jeu à l'européenne, c'est tactique, c'est comme ça. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça non plus. C'est vrai. Avant, c'était le kick and rush. Troisième fois que je le place. Ah ouais, tu me casses les couilles. Je vais pas le lâcher. Le kick, tu vas te le manger dans les dents, toi, ça continue. Je vais vite rocher. Il y a Youss aussi qui est là aujourd'hui. Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Ouais, les matchs pas ouf, mais on est là pour donner du bonheur aux gens. 12h, il y en a qui doivent être en train de manger, peut-être au travail. Bon courage à eux, parce qu'on est en plein mois de juillet. Il y en a qui sont dans les bouchons aussi. Ceux qui travaillent encore, courage à vous les gars, c'est bientôt les vacances, j'espère. Voilà, tu touches pas grand monde sur le chat. Ouais, il y en a peut-être 2-3 qui vont se sentir visés. La méchanceté. Scipion est là aussi aujourd'hui, ça va ? Bah écoute, ça va. Aujourd'hui, c'est ma partie de tableau. Pays-Bas, Roumanie, Autriche, Turquie. On y va. J'espère que ce sera pas des purges, mais des bons petits matchs. Et puis, comme l'a dit Youss, je vois Brandon qui dit je suis au taf, je mange solo et je vous écoute. Donc voilà. Force à toi, poteau. On est là pour te divertir et des analyses de haute volée comme d'habitude. Et on ne fait l'émission que pour lui. C'est simple. On est là à midi, c'est que pour l'accompagner. Voilà, pour l'accompagner. Et il y a Kanto aussi aujourd'hui. Comment il va, Kanto ? Ça va. Écoute, pas beaucoup de buts hier, mais aujourd'hui on devrait en voir beaucoup. Donc je suis très satisfait et j'ai hâte de voir les matchs. Ouais, certains de moi. Ah, ok. Hier, j'avais annoncé que la Slovénie allait emmerder les Portugais, on m'avait pris pour un fou. Donc, ils les ont pas lâchés. Tu les sentais les éliminer, même. Ouais, t'as vu. T'es pas loin. Ouais, rando à Kanto, ce qui appartient à Kanto. Messieurs... Ça ne vaut pas grand-chose. Rien du tout, même. Messieurs, bien entendu, cette émission qui est faite en partenariat avec nos amis de chez Winamax, comme d'habitude. Je vous rappelle le petit bonus de bienvenue, le pactage qu'on vous propose. Vous faites un premier dépôt de 100 €, il est doublé instantanément en pari gratuit. Vous avez 100 € de plus, du coup, pour parier. Et vous avez aussi le code hors-jeu10 qui vous permet d'avoir 10 € supplémentaires. Tout ça sous condition de faire un dépôt minimum de 15 € par carte bancaire. Je vous rappelle tout de suite, bien entendu, que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'ils sont dangereux, qu'on ne devient pas riche avec les jeux d'argent et qu'on joue juste pour s'amuser, pour essayer de vibrer un petit peu plus pendant les matchs, mais c'est même pas nécessaire. On n'est même pas obligé de parier si on veut kiffer les rencontres. C'est vrai qu'en ce moment, avec les matchs qu'on voit, ça peut aider. Ça peut aider, mais voilà, c'est pas du tout obligatoire. Gardez bien ça à l'esprit. Messieurs, on va commencer tout de suite avec donc nos débriefs et on va parler de ce Portugal-Slovénie. Allez, c'est parti.
Voilà, on parlait un petit peu de purge, on parlait un petit peu de match, pas très inspirant. Et ben, on en a eu encore un. Et pourtant, on a le Portugal d'un côté qui a cette armada offensive. Kanto, je commence avec toi, parce que c'est vrai que toi, les Portugais en général, t'as toujours un mot sur eux. Je sais que historiquement, t'aimes bien le Portugal. Ouais, c'est une belle équipe avec des joueurs qui nous font rêver. Ouais. C'est ça. Non, mais je connais ton affection pour eux. Et je voulais savoir ce que t'as pensé de ce match. C'est vrai que la Slovénie, a proposé un défi aux Portugais. La Slovénie a essayé de faire bloc. La Slovénie a essayé de faire déjouer un petit peu cette équipe-là. Et le Portugal, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des manques ? Est-ce que tu as trouvé que peut-être qu'il y avait des choses qui pouvaient coincer pour la suite de cette compétition ? Ouais, c'est un match qui m'intéressait parce que c'est vrai que la phase de poule du Portugal est un petit peu étrange. Déjà, on commence la compétition face à la République tchèque avec un bloc bas où ça a été un vrai duel. On n'a pas reconnu la manière de jouer qu'on attendait un petit peu quand on voit cet effectif portugais. On était tous d'accord pour dire que c'est une des équipes avec le plus beau matériel sur le papier à l'Euro. Puis le match, dans la manière, avait été peut-être un poil décevant face à la République tchèque, mais finalement, il y avait une victoire. Derrière, ils jouent face à une Turquie qui leur a quand même grandement facilité le match. On était au match, donc on a pu le voir en direct. Et c'est vrai que les Turcs, dans le secteur défensif, n'ont pas été bons. Et c'est vrai que du coup, ça a fait 2 victoires en 2 matchs pour les Portugais. On a commencé un peu à s'emballer, à les mettre sur le même piédestal que l'Espagne et que l'Allemagne. Derrière, ça tourne un peu, défaite face à la Géorgie. Et du coup, moi, je me demandais ce que ça allait vraiment donner au fil du temps. Surtout qu'en face, tu avais une équipe de la Slovénie qui avait commencé la compète en étant en difficulté face au Danemark, mais qui avait terminé avec 20 dernières minutes exceptionnelles où ils pouvaient même gagner le match. Une Slovénie qui fait 3 nuls, qui ne perd pas un match, qui arrive à accrocher l'Angleterre. Certes, une petite Angleterre, mais ils ne perdent pas pour autant. Donc voilà, c'était un match qui m'intéressait vraiment. Pourquoi ? Parce que cette équipe, pour moi, est belle, mais c'est l'entraîneur que je trouve catastrophique et qu'il a déjà été dans le pays qu'il gérait juste avant. Je n'avais pas compris au moment de sa nomination pourquoi les Portugais passaient d'un entraîneur qui leur a donné un peu de bonheur, mais qui leur a donné quand même beaucoup de matchs dans lesquels on s'est fait chier avec cette équipe et cette génération portugaise qui est XXL. Et voilà, pour partir sur finalement Roberto Martinez qui fait encore une partition de merde avec cette équipe, alors qu'il y a des joueurs qui ont les moyens d'être tout simplement parmi les meilleurs et de pouvoir faire figurer cette équipe portugaise comme étant la meilleure équipe d'Europe. Et voilà, c'est un petit peu ce qu'on a senti. Tu ferais quoi comme gros changement, Kanto ? Tu sous-entends quoi, du coup ? Je pose la question comme ça. Non, je pose la question. Non, le choix des joueurs n'est pas le mauvais, mais la manière dont il les fait jouer est peut-être la mauvaise en tout cas. Oui, si le débat c'est Ronaldo, pas Ronaldo. Non, mais je parle de manière générale. Moi, ça n'est pas que Ronaldo. Demain, je suis sélectionneur. Je pense pas être capable, moi non plus, de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc. On sait que c'est un joueur qui a un apport et à la fois dans le jeu et on va dire sur le plan psychologique qui est démentiel dans cette équipe portugaise. Donc moi, c'est pas tant sur le choix des joueurs, bien qu'il y a quand même quelques choix qui sont discutables, notamment les changements qu'il fait. Mais non, cette équipe portugaise, je m'attendais à la voir en difficulté. On l'a vu en difficulté, des difficultés à se créer de réelles occasions. Un Oblak qui a su répondre présent, des Slovènes qui ont joué bloc bas, ont défendu et ont essayé de piéger les Portugais. Et finalement, ça a failli le faire avec cette erreur défensive de Pep, qui, je sais pas. Heureusement, il arrive quand même à revenir et à le gêner quand même sur la fin un peu. C'est la présence. Qui manque cruellement de vista. Et puis derrière, le Diogo Costa chaud, tout simplement, qui qualifie le Portugal. Ouais. Je voulais juste dire un petit truc. C'est un peu différent, mais j'ai l'impression que c'est un peu un copier-coller de l'équipe de France d'une certaine manière, avec une défense qui peut être costaud, un milieu de terrain où il y a des joueurs et tout, mais devant, que ce soit Bruno, qu'on a du mal à trouver, Bernardo. Bernardo qui avait fait un bon match contre la Turquie, mais le reste, on s'était dit peut-être ça va lui faire du bien, mais pour le coup compliqué. Léao, c'est pas ouf, et Cristiano, aussi. Pas ouf. Enfin, t'as l'impression que c'est un peu comme la France où t'as des joueurs, mais tu sais, ça a du mal à se trouver, ça se marche un peu dessus, et voilà. Donc oui, tu peux être costaud, tu peux gagner difficilement, mais c'est vrai que quand tu vois la qualité des joueurs, tu vois la production encore offensive et tout, t'en attends beaucoup plus, quoi. Il y a beaucoup de joueurs que t'as du mal à reconnaître. Bon, on parlait de l'Angleterre aussi, on parle de la France, c'est vrai que c'est un truc de fou, quoi, avoir des joueurs comme ça et voir si peu de jeux, entre guillemets, c'est dingue. C'est un peu la question, alors
Finalement, Kanto nous fait un peu une passe D, mais c'est un peu la question que, du coup, j'ai envie de poser, parce que quand on regarde, on a l'impression que y a des similitudes. On peut prendre la France, on peut prendre, comme tu le dis, l'Angleterre, on peut prendre donc là le Portugal, on peut prendre la Belgique aussi, qui à chaque fois ont des coachs qui ont un matériel youth exceptionnel, mais qui n'arrivent pas à déployer de jeu. Est-ce qu'on en revient systématiquement à ce truc de, en sélection, forcément, t'as moins le temps de taffer, t'as moins le temps de mettre des choses en place. Est-ce qu'on va revenir sur le fait que l'Euro, forcément, parfois tu tombes contre des adversités qui verrouillent et donc te proposent un défi tactique qui est très compliqué à gérer. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus ? C'est marrant que tu parles de la Belgique et du Portugal parce qu'il y a un point commun entre ces deux équipes, c'est que cet entraîneur portugais, avec toute l'humilité que je peux avoir, je pense que cet entraîneur est juste le gros problème de cette équipe portugaise. Et je pense que s'il y a des Portugais qui seront dans le chat, ils seront entièrement d'accord. Quand je dis qu'il n'est pas au niveau, c'est pas forcément de dire que voilà, nous on est là sur un plateau, on va pas aller apprendre le métier au coach, mais je pense qu'il y a un truc qui manque principalement à Monsieur Martinez, c'est le courage. Et je pense que pour être un bon sélectionneur, il faut du courage dans tes choix, dans tes décisions. Et des prises de risque. Je sais où tu veux en venir un peu. Non, et en vrai, oui. Pour moi, vrai, Ronaldo, j'ai même pas envie d'en parler parce que pour moi, il n'y a plus de débat. Il a 41 ans, il sort d'Arabie Saoudite. Je pense qu'il a un bon impact sur le groupe, il a une mentalité qu'il faut et tout. Mais il faut savoir, il peut apporter en rentrant, il peut apporter sur les 30 dernières minutes, il peut apporter dans ces moments-là. Il n'était pas obligé de le mettre titulaire. Hier encore, il joue 120 minutes, c'est un sketch. J'imagine même pas l'état dans lequel il devait être hier. Et il fait sortir Pep à la 118e. Hein. 41 ans aussi. Non, mais, il manque il était vraiment cramé, et le courage, il s'exprime pas que par ça. Vitinha, qui est sûrement un des meilleurs milieux hier, c'est le premier à sortir. C'est quoi C'est le meilleur. Et ça a totalement déséquilibré Portugal. Ça, c'est le choix qui est le plus incompréhensible. C'est le meilleur du Portugal. Et comme vous le dites tous, et tout le monde le sait, cette équipe du Portugal a du talent offensivement. Il y a des bons joueurs. Mais je pense qu'il y a un moment donné, tu n'es pas obligé de mettre toutes les stars sur le terrain, tous les cadres. Il faut faire des choix. Il y a peut-être des joueurs, et je parle de Ronaldo là, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas au niveau hier, comme Bernardo Silva. On en a parlé parce que historiquement, avec le Portugal, il a quand même très peu de références. C'est pas bon. Hein. Voilà, t'as Bruno aussi hier qui est pas très bon. Donc tu peux aussi parler d'eux. Moi, j'ai aucun souci. Mais voilà, c'est un Portugal qui, c'est pour ça que je parlais de la France juste avant l'émission. Ouais. C'est un Portugal, voilà, bien sûr, oui, eux, ils ont des meilleurs joueurs, nous, on a des meilleurs. Enfin, c'est pas dans ces détails-là. Mais tu as une équipe qui, défensivement, a plutôt des certitudes et offensivement, n'est pas au niveau. Donc, on va voir comment ça va se passer dans les quarts. Mais principalement, moi, j'ai envie de cibler M. Martinez, qui, pour moi, n'a pas le courage qu'il faut pour entraîner ce genre de sélection. Donc, on est Scipion, plutôt sur du cas par cas. Alors, moi, j'ai essayé de globaliser un petit peu et de faire un constat qu'on voit sur plusieurs équipes. Mais là, pour toi, on est plus sur un coach qui est en train de rater un petit peu, je dirais pas son euro, parce que finalement, il est en quart, mais il n'exploite pas au mieux l'équipe qu'il a entre les mains. Non, mais c'est le cas du Portugal depuis finalement la Coupe du Monde 2018. Et Kanto a raison de citer Fernando Santos. Il y a vraiment un gâchis monumental, on peut dire, avec cette génération, parce que honnêtement, avec ce vivier-là, avec ces jeunes joueurs qui émergent, tu as l'impression que le Portugal, tu restes sur ta fin. Et au niveau du jeu, au niveau de la production, c'est terrible. Moi, je pense que le cas CR7, si on veut l'évacuer, moi, ça restera, je pense, l'image marquante de cet euro. Ce qui s'est passé, tout ça. Le penalty et tout au-delà ça. du fait qu'il force les coups francs et tout, tu vois, le fameux mental de champion, le mec qui craque et tout, et surtout le réconfort, le fait qu'il marque son péno, qu'il s'excuse et tout. Je trouvais que l'image était quand même assez belle, mais au-delà de ça, ça peut pas excuser forcément le dilemme auquel Martinez fait face et qu'il a pas envie de couper. Et c'est vrai que quelqu'un disait dans le chat, même le match contre la Géorgie avec les coiffeurs portugais, il jouait. Il y a une volonté presque. Non mais tu vois, c'est vrai en plus. Franchement, des coups francs comme ça. Mais il joue parce que à part Juninho contre le Real en 2006, personne l'aimait. Donc au bout d'un moment, faut arrêter quoi. C'est au bout d'un moment, et on respecte tous Cristiano, on adore Cristiano, et on dit pas qu'il peut pas servir, comme l'a dit Youss, en sortie de banc, mais au bout d'un moment, on sait que Cristiano est au-dessus de tout. Je veux dire, l'entraîneur, ce que tu veux, il pourra jamais. Bon, la dernière Coupe du Monde, il avait fini sur le banc. Santos avait pris ses responsabilités. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est tellement compliqué pour un entraîneur et tout de le mettre sur le banc. C'est à Cristiano de lui-même, à un moment, pour le bien de la sélection. Alors, si ça doit venir de lui-même, il le fera jamais. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que ça raison, ça doit venir du coach. Oui, mais c'est là le souci. C'est aussi ça, peut-être, la marque des grands, à un moment, de savoir se mettre un peu en retrait quand tu te rends compte que par moment, tu fais peut-être un peu plus de mal à l'équipe que de bien et que tu peux plus servir au joker par moment en sortie de banc et qui peut être un rôle qui lui convient parfaitement. On ne dit pas que Cristiano est plus capable de mettre un but ou ce que tu veux, mais on va pas se mentir, depuis un moment, on veut dire c'est plus un bon Cristiano. C'est compliqué. Et en plus, tu as un Portugal où tu as Leao qui, on le sait, il aime pas défendre, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup défendre. Tu as Cristiano qui a plus forcément les jambes et c'est pas celui qui va défendre le plus. Ça déséquilibre en plus ton équipe, et donc quand tu as un Cristiano
qui est moins capable de marquer des buts. On le voit même sur ses têtes. Il a des têtes où avant, il les aurait mis. Celle-là, il a 2-3 centres. Tu vois, mais le timing, parce que même physiquement et tout, c'est normal. C'est le poids de l'as qui veut ça, tu vois. Et encore une fois, on respecte beaucoup Cristiano. Mais au bout d'un moment, c'est aussi à Cristiano peut-être de faire preuve d'un peu d'humilité. On le comprend et on l'a vu la dernière fois, il avait pleuré en Arabie Saoudite, là encore. Parce que, tu sais, il percute ces derniers temps que, tu vois, il est peut-être moins fort. Il se rend compte qu'il s'approche de la fin, tu vois. Et c'est dur pour un mec qui a été tellement au sommet pendant autant de temps et tout, tu vois. Et là, tu le sens, tu sais, il y a un petit mal-être à ce niveau-là parce qu'il se rend compte qu'il peut plus faire les diffs qu'il faisait avant, marquer les buts. Et donc, c'est peut-être à lui aussi de se remettre un peu en question, entre guillemets, tu vois, avant que ce soit trop tard, peut-être dans cet Euro, d'une certaine manière. On rend la main à Pipo. Non, et ce rôle de grand frère, lors de l'Euro 2016, il l'a appliqué à merveille. La séance de tir au but contre la Pologne, quand il va dire à João Moutinho, tu vas tirer. Là, c'est un mec qui est tellement au-dessus du lot dans cette équipe, dans cette sélection, qu'il a un respect unanime et tout le monde va le suivre. Et hier, encore une fois, il y a des images qui m'ont marqué à quel point les joueurs vont vers lui, de lui et tout, plus que célébrer de manière individuelle. Pareil, quand il sort lors de la finale contre la France, il est blessé et après les 90 minutes restantes, il passe sur le banc de touche à donner des consignes et tout. Il peut avoir ce rôle-là. Mais c'est vrai qu'hier, tu vois son match, évidemment, t'as l'impression qu'on va pas se mentir, tu joues à 10 au bout d'un moment parce que tu prends des coups francs. Oui, alors de temps en temps, ça a terminé sur Oblak, mais bon, franchement, il n'y a pas de danger immédiat et dans le jeu, il pèse plus. Donc, t'es une sélection, t'as quand même envie, au-delà du respect et de la notoriété du mec qui a tellement compté depuis 20 ans pour cette équipe, tu as un objectif concret, c'est l'Euro 2024 et pour arriver au bout, je pense que malheureusement, Ronaldo doit se mettre en retrait. Et même les joueurs. C'est compliqué d'analyser ce match sans aller vers Cristiano parce qu'on a l'impression que c'est lui qui cristallise beaucoup. Et même les joueurs qui vont le chercher alors que des fois c'est pas la meilleure option. Mais c'est normal parce que c'est tellement un immense joueur et c'est pareil avec les autres grands joueurs des sélections. Mais du coup, c'est contre-productif par moment. Le problème c'est que Cristiano, c'est un joueur qui il cristallise, il a une force un peu, une aura qui fait que on a envie de lui donner bizarrement. Je vous trouve très dur, les gars. Il y en a quand même sur le chat. Il y en a quand même sur le chat, les gars, que vous trouvez vraiment que Cristiano hier, il fait plus de bien que de mal au Portugal. Ce qui est dur, c'est que dans cette équipe portugaise, entre Cristiano et une bonne partie du reste de l'effectif, j'ai le sentiment parfois qu'il y a un creux générationnel. On a des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas trop s'ils doivent faire primer leur individualité très forte. Si on parle d'exemples comme Leao par exemple. Ou alors, est-ce qu'ils doivent être au service de Cristiano Ronaldo? Et de manière naturelle, ils sont au service de Cristiano Ronaldo parce que tu regardes dans les débuts de match, on essaye en permanence de venir servir Cristiano Ronaldo avant de petit à petit venir se libérer un petit peu de cette emprise-là et venir jouer normalement et presque oublier que c'est Cristiano Ronaldo et venir le servir uniquement quand il est dans de bonnes postures, ce qui n'était pas le cas quand on parle de l'Euro 2007, rôle de grand frère, oui, mais il a des mecs de sa génération à côté. Milieu de terrain, tu as João Moutinho, tu as des Miguel Veloso, tu as des Raúl Meireles, voilà, ça c'est les mecs qui sont de sa génération-là et avec lesquels ils ont grandi, avec lesquels ils ont évolué. Aujourd'hui, il y a peut-être une fracture différente où voilà, moi souvent j'espère ce sentiment de me dire les joueurs parfois se sentent obligés de venir le chercher et puis derrière ne se sentent plus obligés parce qu'ils se rendent compte que peut-être que ça ne va pas marcher et tout ça, c'est pour ça qu'il faut avoir un entraîneur de caractère avec du courage comme l'a dit Yous. Maintenant, au moment où Martinez est recruté par cette équipe portugaise, par la fédération portugaise, quel est le deal avec la fédération portugaise? Pourquoi ils vont chercher cet entraîneur-là? Est-ce qu'ils vont chercher cet entraîneur-là sous condition d'avoir une protection de Cristiano Ronaldo? Moi, c'est des questions que je me pose. Peut-être que c'est complètement hilarant de penser ça et peut-être que c'est complètement faux, mais je me pose des questions. Pourquoi on va chercher ce mec-là en sachant que ce mec-là était déjà une pipe dans le passé? Je me dis peut-être que c'est parce qu'ils veulent laisser un groupe en autogestion avec Cristiano et que quand Cristiano partira, Martinez partira. C'est pas impossible. Après, moi, il y a aussi une chose que je voulais ajouter. Cristiano, il va nous punir, on va voir flou, il va remettre une tête comme au bon vieux temps. Ça se trouve, c'est pas impossible, c'est ça le pire. Le seul petit truc que je voulais ajouter, c'est que au-delà de Cristiano qu'on va très souvent rechercher parce que c'est Cristiano, j'ai l'impression qu'il met aussi beaucoup la pression aux autres. Tu vois, moi j'ai en tête un moment où tu as un centre qui part de la droite, tu sais, ils sont deux à se jeter au premier poteau et tu as Diego Jota qui ferme pas au deuxième et Cristiano l'engueule parce que justement il coupe pas derrière. Et c'est vrai que quand tu joues avec un mec qui à chaque fois comme ça te met la pression, est toujours limite en train de te regarder, quand tu as l'impression qu'il y a un mec qui te regarde tout le temps alors qu'il n'est pas forcément meilleur que toi, j'ai l'impression que ça crée un truc offensivement où c'est lui qui décide et limite t'es un peu contrôlé quoi. Donc
Je trouve ça aussi un peu compliqué pour les attaquants portugais qui évoluent autour de lui. Je pense que c'est pas simple de jouer avec lui, tu vois. Je vois ce que tu veux dire sur le poids que Cristiano peut avoir sur les autres, mais moi, en vrai de vrai, j'ai pas envie d'exonérer certains joueurs de cette sélection portugaise des autres responsabilités. Je dis juste que, honnêtement, avant cette compétition, je sais pas pour vous, mais au niveau des attentes, moi, je mettais Bruno Leao, Bernardo là, et Ronaldo là, parce que finalement, il est en Arabie Saoudite, il a fini sa carrière et tout. Évidemment, là, c'est plus Martinez, et Kanto l'a peut-être dit, ce contexte autour de la sélection portugaise, pourquoi est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il y a une promesse pour faire jouer Ronaldo absolument. Mais moi, franchement, le tournoi de Leao, Bernardo et Bruno, pour l'instant, c'est extrêmement compliqué, quoi. Et c'est pas parce que Cristiano boude, Cristiano t'engueule de temps en temps. Moi, je pense que l'avenir leur appartient, et c'est à eux aussi, tu vois, de prendre les devants. Et là, pour l'instant, je vois des joueurs qui sont beaucoup trop neutres, qui subissent le poids, et pour certains, ça commence à faire beaucoup, comme Bernardo en sélection, ou Leao, que j'ai vraiment du mal à retrouver. Enfin, vraiment, ça fait pas mal de matchs où je me dis, ce garçon, il y a du mal, quoi. Bernardo, il est mal utilisé pour moi. Toi, tu jouerais comment avec Bernardo? Tu le mettrais plus dans le milieu ou c'est dans le cœur du jeu. Mais moi, j'ai toujours été d'accord. Pour moi, c'est très bizarre de le voir sur l'aile. C'est des mecs comme Foden, ils peuvent être utilisés comme ça, mais après, en fait, c'est des joueurs d'axe. Mais pour moi, c'est des mecs qui sont faits pour être au cœur du jeu. Dans l'esprit, c'est des 10. Ces mecs-là, c'est des meneurs qui ont besoin d'être entre les deux lignes et voilà, de faire progresser le jeu en une touche. Sur le côté, c'est pas des mecs qui vont percuter, qui sont ultra rapides. Alors la touche technique, elle est incroyable, mais souvent, ça va revenir en arrière parce que c'est pas capable de faire la diff en 1 contre 1 par la vitesse, je veux dire. Donc voilà, pour moi, il y a un problème. Encore une fois, t'as Bruno, tu sais, t'as des profils qui font que, ça fait comme l'Angleterre, en fait, avec des Foden, Bellingham, etc., où t'as l'impression que des fois, il y a des mecs qui se marchent un peu dessus. Et c'est vrai que Bruno, qui pourtant est un joueur, normalement, qui peut être ultra décisif et tout, par la passe ou par le but, pour le moment, moi, c'était peut-être lui que j'attendais le plus avec le Portugal dans cet Euro. Moi, ce que je m'étais dit, lui, je suis quasi sûr, il va faire le taf et il va faire un bel Euro. Et c'est vrai que pour le moment, tu le reconnais pas, il a du mal à trouver sa place, quoi. Alors que normalement, c'est un joueur, laisse tomber, quoi. Après, il a un petit peu raison dans le chat. Je dribble sur FIFA parce que c'est vrai que t'as Bruno, t'as Vitinha dans l'axe. Est-ce que tu peux faire rentrer Bernardo? C'est comme avec l'Angleterre. Foden, Bellingham, c'est la même chose. Tu peux pas mettre tout le monde. Et on en revient au courage, tu vois, de faire des choix. Et puis aussi, c'est des joueurs qui sont comme dépendants des autres, tu vois, dépendants d'appels, dépendants du collectif. Donc c'est le genre de joueur où s'il y a un maillon dans la chaîne qui déraille un peu, t'as tout qui est pas bon, hein. Donc j'ai tendance à être d'accord avec Bruce. Bernardo, le voir ici, c'est pas génial. T'as Cancelo, je sais plus qui c'est qu'on parlait dans le chat, mais c'est vrai que Cancelo deuxième mi-temps qui a fait une très bonne deuxième mi-temps. Tu vois, c'est le genre Euro global, hein, Cancelo. Ouais, c'est le genre de joueur qui t'apporte quelque chose parce que je pense qu'ils ont un peu cette folie dans le jeu et cette autosuffisance. Un des rares qui fait des un peu moins dépendant des autres, quoi. Qui arrive à percuter un peu, faire des diffs, quoi. Non, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un peu le même constat que sur certaines équipes. Mais parce que ça on reste sur notre fin. On dit toujours la même chose, comme l'Angleterre et tout, ça veut associer les plus grands noms. Au lieu de faire des choix, ça va mettre quoi qu'il arrive les joueurs machin, alors que tu le vois que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc il y a peut-être un mec à mettre sur le banc. C'est comme ça, c'est dur. Parlons un peu peut-être de la Slovénie. Kanto avec Sesko qui a cette balle de match, hein, vraiment, c'est cette balle d'élimination, on peut le dire, mais qui manque son face-à-face. Encore une fois, en face, il y avait un Diogo Costa tout simplement légendaire. La Slovénie, est-ce qu'ils peuvent s'en mordre les doigts là pour le coup, parce que comme la Slovaquie, hein, ils l'avaient la qualif. Hein. Ouais, ils peuvent s'en mordre les doigts parce que leur match était presque parfait. Ils ont accepté de subir, ils ont accepté de défendre, ils l'ont plutôt bien fait. À vrai dire, tout le match, et il y a eu des opportunités en compte. Il y a eu cette occasion évidemment sur ce contrôle raté ou cette touche de balle ratée de la part du défenseur central, où Sesko derrière a pas cette justesse de venir piquer ou de venir enrouler avec un petit peu plus de risque ou peut-être tirer côté fermé. Je sais pas, je suis pas attaquant, c'est lui qui l'est. Mais manque de justesse. Juste avant, il arrive à faire une percée un petit peu plus tôt dans le match où quand il arrive face à face, il est bousculé. Hein, le duel est pas évident, mais il dévisse complètement. Il y a eu quelques incursions, il y a eu quelques opportunités pour la Slovénie. Ils savaient qu'ils n'en auraient pas 15. Et dans ce genre de match, de toute façon, quand il y a des écarts de niveau flagrants comme celui-ci, tu dois te contenter de défendre, de subir, de le faire correctement. Et dès que tu as une occasion de punir. On n'a jamais senti vraiment qu'ils pouvaient les sortir en vrai. Hein. Non, mais en vrai de vrai. Mais à part cette occasion. Mais eux-mêmes, dans le jeu, savaient qu'ils pouvaient pas. Quand t'as le penalty qui a arrêté, que t'as des trucs, tu te dis oula, attention. C'est ça. Après, je parle dans le jeu, vraiment. C'est que globalement. Tu sais, dans des matchs de foot, qu'il faut être clinique dans des compétitions internationales. Et quand t'as une plus petite équipe et que t'es moins forte sur le papier, il faut être clinique. Le problème de cette Slovénie, c'est qu'elle l'a été dans le secteur défensif, elle ne l'a pas été dans le secteur offensif, c'est tout. Il y a eu quelques opportunités, rares certes.
Mais le foot, c'est 2-3 occasions franches, 2-3 face à face, ça peut suffire. Hein. Si t'en mets 2 sur 3, t'es qualifié. Mais Sesco, il joue très mal le coup sur le face à face. Mais là, quand tu vois l'image. Pep, il paraît très loin et ok, mais j'ai juré, quand tu revois l'action, il pense que Pep, il est plus proche. C'est pour ça que tu penses qu'il l'a joué aussi mal. C'est pour ça qu'il se dépêche. Il le fait un peu déjouer. Si Pep, il s'arrête à un moment, il essaye pas de revenir. Pour moi, Sesco, il fait un meilleur gardien limite. Mais il le sent, ça le bride un peu parce qu'il peut pas forcément dribbler le gardien parce qu'il pense que Pep est plus proche et sur la frappe, il se précipite et tout. L'info, il a le temps de prendre l'info. Moi, je trouve qu'il est trop gentil. Surtout qu'il a l'avantage. Il est passé trop gentil. Il donne trop d'infos. Tu vois la façon dont il s'oriente. Tu sais direct qu'il va la mettre là. Le gardien, c'est un super arrêt. Mais aidé par l'info. C'est ça. C'est au global, le joueur, il a un profil qui est super intéressant parce qu'il est lancé, il est physique, il y a des percées qui sont super propres et c'est pour ça, je pense qu'Arsenal veut le recruter. Moi, je trouve qu'il est pas encore prêt. Moi, ce match, il m'a rappelé celui contre le Real où il a une multitude d'occasions. Openda et lui, on disait ça croque tout, quoi. Il met pas. Après, ça reste un jeune joueur, évidemment, on va laisser du temps, mais faut y aller encore étape par étape et Sesco n'est pas prêt. C'est vrai qu'il se précipite, mais moi, l'arrêt à la tirée au meilleur de Diogo Costa avec ce pied-là, il m'a beaucoup plu et mine de rien, je pense que ça a beaucoup joué sur les pénaltys parce que Diogo Costa, il n'est pas eu non plus multitude d'occasions, il l'a chauffé et après, ça s'est décidé juste après. Messieurs, on va conclure avec nos top et flop de cette rencontre. Pareil, top 1 flop tranquillement. Tu veux commencer, Pipion ? Ouais, un joueur qu'on n'a pas cité, mais Palhinha qui a fait son match toujours très très propre et c'est vrai que le Bayern, je sais qu'ils le veulent depuis très longtemps et tout. Ils sont pas les seuls. C'est pas les seuls, mais forcément, grosse frustration de ne pas avoir chopé l'été dernier parce que je pense que ça aurait peut-être changé pas mal de choses pour Thomas Tuchel parce que c'est un des meilleurs 6, je pense, pas seulement de première ligue, pas seulement de sélection, mais voilà, tout court. J'adore son style de jeu, il est vraiment très très propre. C'est un bonheur pour un coach de l'avoir et forcément, je laisserai mes camarades parler de Diogo. Et après, côté slovène, un héros un peu malheureux, mais Oblak, quoi. Oblak qui fait son tournoi, qui sort pas cet arrêt-là sur penalty, mais après la séance de tir au but, il est pas décisif. Mais voilà, il a quand même cette grosse mention spéciale. Et moi en flop, je mets Léao parce que je le reconnais pas tout simplement. Ouais, ça se tient. Prux, qui tu mets, toi ? C'est un peu pareil, je vais pas faire l'original. Palhinha, Diogo Costa. Après, il y a Diaz derrière qui a été quand même pareil. Cancelo, c'est vrai qu'on a parlé de Cancelo. Moi, j'ai trouvé que c'était un des rares qui était capable de percuter et d'apporter vraiment le danger. Ouais, je trouve que c'est sévère parce que pour moi, c'est un des rares qui a proposé des choses et qui faisait des vrais diffs et qui apportait notamment offensivement. Donc voilà. Et le flop, tu m'as dit ? Flop, si je T'as vraiment besoin qu'il le dise ? Non, mais je veux bien. Non, je vais même pas spécialement parce que Cristiano, j'attendais pas qu'il fasse un grand euro. Mais pour moi, lui, il est hors concours. Non, mais j'attendais pas de Cristiano qu'il fasse un gros euro. Donc, comme je dirais peut-être Bruno. Alors, Léao, je suis un peu déçu et tout, mais Léao, c'est un joueur qui est un peu spécial, tu vois. Moi, vous me connaissez, j'en dis du bien des fois à Milan, mais j'en dis pas que du bien. Pour moi, je connais son plafond peu. Tu connais ses limites, il est décevant, il est décevant, mais la manière pareille, encore une fois, c'est compliqué de composer avec tous ces joueurs offensifs parce que autant à Milan, c'est le choix numéro 1. Là, c'est pas forcément le choix numéro 1, tu vois ce que je veux dire. Donc la marque est plus répartie. C'est quelqu'un qui a besoin de pouvoir provoquer H24 et qu'on continue de lui donner le ballon et qu'il a le droit du déchet, qu'il continue de provoquer. Là, pour moi, c'est un peu différent. Il peut moins le faire. Mais du coup, moi, je dis Bruno parce que pour moi, c'est la clé peut-être du renouveau du Portugal dans cet Euro. Ça passera par lui. Donc moi, c'est Bruno. Et top aussi, on n'a pas parlé de Vitinha. Moi, Vitinha, même si on n'a pas trop compris la sortie, encore une fois, mais Vitinha qui est peut-être même certainement le meilleur Portugais pour le moment dans l'ensemble dans cet Euro. Léao non plus, il n'avait pas l'air d'avoir compris pourquoi il sortait. Pareil. Il arrête de sourire. Ouais, c'est ça. Notre ami Youss, du coup. Top côté Portugal ou côté tout comme le monde tu veux, parce en vrai, côté Portugal, vous avez cité un peu tout le monde. Diogo Costa, Cancelo, Vitinha, Palhinha qui ont fait des bons matchs. Côté slovène, moi j'ai envie de citer la charnière centrale Bijol et Dirk, un truc comme ça, Itch. Désolé s'il y a des Slovènes dans le chat, mais faut penser à faire des noms un peu plus faciles. Réponds à Mouzouz. Dis ça ou je vais revenir. CR7, le manque de courage flagrant. Alors j'ai pas donné mon flop. 11 minutes au stade. 10 minutes. Ça c'est trop parce que tu sais, il y en a, ils arrivent après 30 minutes, ils disent ouais, vous avez parlé que de Ronaldo alors qu'on a parlé des autres. Et il y en a qui arrivent qui disent vous avez parlé de Ronaldo. On a fait un focus sur ça que je vous disais, les émissions à midi, c'est chelou. On a parlé de tout, les gars. On va passer une demi-heure à critiquer Mlakar. On va répéter encore qu'ils sont nuls. Les 4 les plus hauts sur le terrain côté Portugal, si tu veux, ils ont tous été nuls. Voilà, on fait pas de distinction. Mais du coup,
Drksić et Bijol côté slovène. Non, ils ont été le symbole de la solidité de la Slovénie pendant 120 minutes, faut le dire. Après, ça s'est joué au tir au but. Et effectivement, côté portugais, voilà, je pense que vous avez tous cité. Flop. Ronaldo, voilà, comme ça on en parle, Rome 1990. Mais j'en ai pas parlé, moi, de Cristiano, laissez-le tranquille, il est dans son monde à lui, c'est bientôt fini. Hier, il a fait 1 euro, essayer d'aller gagner. Hier, je le dis, j'ai pleuré avec lui, voilà. Moi, j'ai pleuré. Mais si, bien sûr, j'ai pleuré. C'est Cristiano, c'est la fin d'une ère. Toi, tu pleures pour Messi, moi je pleure pour Cristiano. C'est des mecs qui sont à part, c'est les tranquilles. Moi je pleure pour Andy Murray. Il m'a fait de la peine, moi. Il m'a fait de la peine. Je pleure pour Andy Murray, moi. Toi, tais-toi, toi. Me le donne. Voilà pour qui je pleure, moi. Et donne-moi tes top et flops, là. Bah écoute, en top, il a cité le mien et il a dit Joao Paulinho. Voilà, l'accent de zinzin. Qui pour moi est le Pipiao qui t'a exactement, c'est Pipiao qui me donne des cours. Canto de Braga. Non, c'est le véritable maillon d'équilibre de cette équipe portugaise et j'aurais très peur que Martinez ait l'excellente idée de le mettre dehors. Ouais. Parce que pour moi, c'est tout simplement le meilleur portugais depuis qu'il est titularisé dans cette compétition. Côté slovène, moi, c'est ce défenseur latéral droit que j'aime beaucoup, Karničnik, qui fait au global un bel euro, gros volume de course, défensivement solide et qui a un apport offensif également. Hier, il fait un match quand même très correct. Donc voilà, moi c'est peut-être le Slovène que j'ai aimé. J'hésite à citer aussi Bijol qui a été bon évidemment au Black, mais ça a déjà été cité. Voilà, mention spéciale à Balkovec qui a fait que haranguer les supporters à chacune de ses interventions et gagner une touche. Il a harangué les supporters jusqu'au moment où il tire le penalty et il le rate. Voilà. Et là, il a harangué personne. Et là, non, là il y avait plus de rien. Ok, très bien. Messieurs, avant de passer au match du jour, on va parler de notre partenaire du jour. Oui, il faut avoir un petit mot pour nos amis de Fortunéo qui nous permettent donc de vous proposer tout ce mois d'euros, tout ce mois d'émission. Donc encore une fois, merci à Fortunéo de nous accompagner. Je vous le rappelle, Fortunéo, c'est une banque en ligne, c'est un service de qualité, 100% basé en France, les amis. Vous avez des cartes qui vous permettent de payer à l'étranger et sans frais. Attention, ça c'est super important. Donc nous, quand on était en Allemagne, on pouvait payer et il n'y avait pas de frais. Et vous allez le voir dans le blog, d'ailleurs, dans le 3e blog, qu'on s'est bel et bien servi des cartes Fortunéo. Voilà, tout à fait. Et pour ça, il faut juste faire un paiement par mois avec carrément l'avis de Bruce Granek sur le rôle de Ronaldo dans cette équipe du Portugal. Déjà il publié. Est en train de faire une prise de parole. Dérange pas que je fasse une prise de parole. Il fait une prise de parole Fortunéo. T'arrives à le couper pour Cristiano Ronaldo. Déjà publié quand même. Sur Twitter, jeu depuis 10 minutes, Poineau. Il sait très bien ce qu'il fait. Des fois, nos ennemis ils sont chez nous. Des fois, nos ennemis sont à côté. Et il a besoin de manger, Poineau. Ah ouais, mais c'est effrayant. Excuse-moi, Braque. Non, t'inquiète. Oui, donc je vous disais, voilà, les cartes bancaires virtuelles aussi que vous pouvez avoir. Vous avez 2 cartes, la carte Phospho et la carte Gold, voilà, qui vous permettent donc de pouvoir payer de manière sécurisée sans avoir à quitter votre canapé tranquillement. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher votre carte. Franchement, c'est une petite révolution. Et puis vous avez le lien dans le chat qui vous permet d'avoir toutes ces informations et d'aller sur le site de Fortunéo. Franchement, Fortunéo, c'est la famille. Et merci à eux de nous permettre de mettre en place ce dispositif, ce projet hors-jeu euro. Messieurs, on avance et maintenant on passe au preview des matchs du jour. Et on va commencer par le plus gentil Roumanie. Sur ça. Il y en a, il mérite 10 fois de se faire découper. Roumanie, Pays-Bas, il faut pleurer avec moi, je te jure. Tu vas voir, ça marche 10 fois mieux avec Cristiano. C'est ça. Mais pourquoi tu remets Cristiano sur... c'est de Cristiano que tu parles, non? Non, je disais parce que Poineau, il a déjà l'avis de Bruce sur Ronaldo. Ça a déjà été posté il y a 10 minutes. Je te dis qu'il faut le mec, pleurer il a lancé le rec, exprès, il t'a dit de me lancer, non? Non, pas du tout. Franchement, j'avais pas eu la faucheuse. Juan la faucheuse. C'est effrayant, quoi. Oula, il va y avoir un débrief salé à la fin de cette émission, j'ai l'impression. Messieurs, Roumanie-Pays-Bas, du coup, c'est le premier match, c'est ça, c'est le premier match de la journée. Je sais pas vérifier. 18h exactement, Roumanie-Pays-Bas. Ok, parfait. Roumanie-Pays-Bas, du coup, pareil, on a envie de se poser la question, est-ce que la Roumanie peut faire un exploit, sachant... Ouais, alors attends, je finis poteau. Sachant que les Pays-Bas, je le sais, ne vous ont pas convaincu complètement. Quant j'ai l'impression que tu n'y crois absolument pas. Bah non, j'y crois pas, ça va faire 2 ou 3 buts d'écart. Ok, d'accord. Il n'y a pas 36 analyses à avoir. Cette équipe roumaine, pour moi... Ça me donne tellement envie que la Roumanie sorte les Pays-Bas. Non, quand je t'entends parler là, comme ça, avec tellement de... Oui, mais j'imagine bien
bien que vous allez avoir envie que la Roumanie sorte les Pays-Bas. Et à vrai dire, je leur souhaite parce que c'est une équipe qui fait son euro jusqu'ici. Mais moi, de ce que j'ai vu de la Roumanie, il y a cette victoire 3-0 entrée en lice face à une équipe de l'Ukraine qui est passée complètement à côté de son match, avec un gardien Lounine qui a été dépassé. On ne va pas rappeler quand même la situation géopolitique de l'Ukraine pour rappeler quand même que c'est une équipe nationale de foot qui a peut-être autre chose à penser également qu'une compétition comme l'Euro. Cette équipe roumaine derrière, victoire de la Belgique sans trop de difficultés en vendangeant pas mal. Et puis un petit match nul qui arrange un peu tout le monde face à la Slovaquie, à tel point qu'il y a eu, il me semble-t-il, quelques enquêtes, quelques soupçons sur ce match-là. À vrai dire, peu importe. Dans le foot, on sait que parfois il y a des matchs nuls qui conviennent à toutes les équipes. Donc la Roumanie et la Slovaquie ont bien fait de ne pas trop se découvrir derrière pour ne pas encaisser de but dans la mesure où ça les qualifiait. Donc ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question vis-à-vis de ce résultat pour ma part. Maintenant, là où moi j'ai des remises en question, c'est par rapport à la qualité de jeu proposée par cette équipe depuis le début de l'Euro. C'est pas un jeu moi qui me transcende. Certes, les Pays-Bas ne sont pas transcendants pour autant. On les a vus un petit peu en difficulté dans le secteur défensif. On les a vus prendre 3 buts face à l'Autriche. Néanmoins, je pense qu'il y a une qualité dans cette équipe hollandaise pour arriver à venir un petit peu hausser le ton dans ces phases finales face à une équipe de la Roumanie où il y a un écart de niveau, une équipe des Pays-Bas qui va pouvoir travailler, qui va pouvoir se mettre en confiance, marquer des buts, avec un sélectionneur qui peut-être va arriver à trouver la bonne formule, parce qu'on voit qu'il tâtonne pas mal depuis le début de ses phases de poule, à essayer de changer quelques trucs dans son équipe-là. Moi, aujourd'hui, je suis pas un brin inquiet pour ces Hollandais et je pense qu'ils vont s'en sortir assez largement face aux Roumains. Un fan club sur le chat, clairement, qui valide à 100% tes propos. Youss et Bruce, j'ai envie d'aller vers Pipion parce qu'il n'y a que lui qui peut peut-être... sur lui. Non, mais il y a que lui. On peut discuter entre nous. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Si on t'emmerde. Non, c'est pas ça, les gars. La Copa. On va parler de la Copa. Mais réveille, Bruce, c'est bon. Non, mais il y a que lui qui peut peut-être, je le sais, nous permettre d'y croire pour cette équipe roumaine, Pipion. Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Bien sûr. Ah, voilà. Parce que je sais pas, mais j'ai vu des Pays-Bas vraiment très inquiétants durant la phase de groupe. Je sais pas, peut-être que Kanto est resté en 1988 avec Van Basten, Gullit. Mais heureusement qu'il y a encore Sidor quand même dans cette équipe. Mais honnêtement, évidemment, cette Roumanie-là, je pense que ce niveau du groupe E, quoi qu'il arrive, il a pondéré et ça a été peut-être le plus faible, même si le groupe C était franchement pas fameux. Mais on a vu Slovaquie, Belgique, Ukraine et cette équipe roumaine. Je pense que les Pays-Bas vont s'en sortir, mais je vois tout sauf un match simple parce que je vois un Coman qui est un petit peu perdu en fait, tout simplement dans ses choix, tout ça, dans ses compos. Il y a quelques joueurs qui sortent un petit peu du lot pour ces Pays-Bas, comme Nathan Ake, comme Gakpo, qui est toujours en grand tournoi efficace. J'ai bien aimé aussi Verbruggen sur certaines phases, mais sinon, je vois beaucoup de joueurs paumés. Je vois Reinders, tout n'est pas acheté, je trouve. C'est un des rares qui fait à peu près le taf. Non, exactement. Écoute, c'est une équipe qui est quand même sortie troisième de sa phase de groupe, qui a perdu contre l'Autriche, qui a été baladée sur certaines séquences. Le but de Sabitzer, tu vois une ligne défensive qui est totalement disloquée avec un Van Dijk qui est à la rue. Je pense qu'il y a une ambiance autour de cette équipe néerlandaise qui est un petit peu bizarre et les gens commencent à être un petit peu lassés, se dire finalement est-ce que cette génération elle vaut quelque chose, est-ce qu'on va réussir à faire depuis que Messi s'est occupé d'eux il y a pas longtemps. Avec ton grand ami Ruud Weghorst. Ouais, toujours. Oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais écoute, normalement, cette équipe roumaine, il y a quelques joueurs intéressants. Sur la globalité, je pense que les Pays-Bas peuvent le faire. Mais moi, je m'attends presque à un match comme Portugal-Slovénie ce soir. Enfin, je me dis que ça peut être compliqué à accrocher. Voyons un peu. Non, mais honnêtement, c'est possible, mais ce serait... Franchement, je sais pas si Poineau, lui, il a trouvé la compo probable. Moi, je suis allé regarder. Ça annonce encore Frimpong, ailier droit, avec Dumfries à côté de lui. C'est vrai que est-ce que Dumfries aura le droit de dépasser la ligne médiane? C'est vrai que cette animation de couloir contre les Bleus, elle a bien marché, quoi. Alors, oui, tu demandais la compo probable. Apparemment, Poineau l'a trouvée. Est-ce que tu peux nous la donner, du coup, Poineau? La voilà. On est donc sur une sorte de 4-2-3, 4-3-3. Ça n'a pas bougé, en gros, c'est la même. Simon, Xavi n'était pas remplaçant. Il était rentré tôt, je crois, sur le dernier match, non? Il est mis remplaçant. C'était la compo face à l'équipe de France, ça, avec Reinders, Schouten et Xavi Simons, ce milieu à 3 qui avait plutôt pas mal marché et qui marchera plutôt pas mal face à ces Roumains. Écoute, c'est une compo pour gagner par 2 ou 3 buts d'écart. Compo probable qui émane du journal L'Équipe, du coup. Bruce, alors toi,
Tu choisis le camp de Kanto ou tu choisis le camp de Pipion? Ah non, mais j'ai envie de te dire, les Pays-Bas sont naturellement favoris quand même. J'ose l'espérer parce que même si dans le jeu on est très déçus et voilà, il y a des choix encore un peu bizarres et bon, ça essaye de défendre avant tout et on est très déçus parce qu'il y a quand même des joueurs de ballon, tu sens que ça peut attaquer. Mais je sais pas, je reste sur ma faim aussi, donc c'est pour ça que je peux rejoindre. Je suis entre les deux en fait. Pour moi, les Pays-Bas, c'est censé faire le taf, mais on a vu beaucoup de surprises ou de grosses scores. À la base, j'aurais dit 2 buts d'écart. Ok. J'aurais dit 2 buts d'écart, mais il y a un monde où Pipion il a raison et c'est un match où on se fait chier complet et les Pays-Bas c'est un match bourbier, il se passe pas grand chose et tu te dis hier et la Roumanie aura des petits coups à jouer. Ça me choquerait pas parce que les Pays-Bas ils sont ultra décevants, mais comme beaucoup de grosses équipes entre guillemets sur le papier où on voit rien quoi. On voit rien et du coup ça prend pas la mesure d'équipes qui sont censées être beaucoup plus faibles. C'est surtout dans le dernier geste, encore une fois, parce que tu peux te rendre le match peut-être facile si tu arrives à marquer tôt, tu vois, là ça peut partir en vrille. Mais tu as l'impression que les grosses équipes, ils ont tellement de mal à marquer ce premier but et tout, qu'après tu te mets un peu à douter, l'équipe en face petit à petit, elle prend confiance et elle se dit alors et pourquoi pas. Et on a vu des matchs comme ça, à l'appel dans cet Euro, qui sur le papier sont censés être déséquilibrés, et qui au final c'est quasi du 50-50 ou pas loin, tu vois pas une grosse différence sur le terrain. Donc sincèrement... Moi, les Pays-Bas, j'en attends pas grand-chose. Après, il y a quand même un Gakpo qui, pour moi, lui, peut prendre les choses en main. Et à chaque fois, c'est lui qui fait la plupart des diffs. Et donc, vas-y, contre la Roumanie, j'ose espérer qu'il va trouver la solution à un moment donné. Pipion, tu voulais dire un truc? Non, moi je vois plutôt les Pays-Bas, un but d'écart aux victoires au tir au but. Mais je les vois quand même se qualifier, tu vois. Oui. C'est juste qu'il y a pour toi une sorte de possibilité. Ils vont être un peu en galère à des moments. Comme on l'a vu avec la Slovaquie, la Slovénie. Exactement. Voilà, comme tous les matchs, quasiment au final. Hein. Mais finalement, il y a un peu, c'est la voiture balai quelque part, parce que les petits passent pas finalement quand même. À chaque fois, ils arrivent à trouver la solution. Les gros, ils tremblent. On a envie que les petits y passent, tu vois. Quand je dis les petits, entre guillemets, bien sûr, mais je veux dire, au final, c'est toujours. Pour le moment, c'est toujours le favori qui passe. Quelque part. Enfin, l'équipe qui avait montré un peu plus de choses, on va dire, parce que l'Italie avait moins montré que la Suisse, mais il y aura bien peut-être un truc qui va s'inverser à un moment. Mais peut-être en avant, l'écart, comme on le répète très souvent Kanto. Il n'est pas gros quand même, l'écart, on le voit pas trop. Non, mais je parle qu'il y a un moment donné où tu as des talents, tu as un certain niveau qui l'expérience fait que, peut-être aussi tu t'en sors à la fin. basculer, Tu vois, par exemple, la séance de tir au but hier, c'est fou, quoi. Les Slovènes, ils n'arrivent pas à en mettre un. Tu as un gardien en face qui te sort tout. Quelque part, ça se joue là, à un moment donné. Yous, toi, ton avis sur ce match? Moi, je viens de voir Scipion s'énerver, j'ai peur, donc je suis d'accord. Je dis tout comme Scipion. Moi. Aujourd'hui, donc. Scipion a raison. Voilà. Pipion. Non, en vrai, moi, j'ai tendance à voir les Pays-Bas quand même assez au-dessus de cette équipe de Roumanie qui m'a vraiment pas convaincu. Autant, oui, les Pays-Bas, c'est sûr que sur cet Euro, c'était pas ouf, mais j'avais vu certaines séquences avant l'Euro qui m'avaient plu pas mal. Donc j'ai espoir qu'il y a bien des gros qui vont se réveiller au bout des finales. Il y a une équipe sympa sur le papier. Hein, donc à voir ce qui sera aligné parce que les compos probables, je sais pas si on en a une de bonne depuis le début, des quotidiennes. On verra bien. Et puis mais je vois quand même les Pays-Bas assez au-dessus et j'espère qu'on ait un peu une équipe sur cette partie du tableau qui frappe un peu du point sur la table. Non, ce serait pas mal. Alors aujourd'hui, on a un autre match aussi très intéressant avec une des équipes qui, sur cet Euro, est assez incroyable. L'Autriche qui sort première de son groupe, qui se qualifie quand même devant la France, devant les Pays-Bas, et qui là va donc affronter la Turquie. La Turquie qui, elle aussi, on peut le dire, sort de ce groupe F. À la deuxième place derrière le Portugal, à 6 points. Est-ce que la Turquie a les armes? Est-ce que la Turquie, par moment, a montré peut-être des faiblesses? Est-ce que comment est-ce que vous voyez la Turquie sur ce match-là contre l'Autriche? Pipion, je commence avec toi. Pareil, l'Autriche, honnêtement, il y a un vrai coup à jouer. Autriche naturellement favorite parce que au niveau de l'équilibre et notamment de la défense, je trouve que c'est un peu plus, on va dire, ordonné côté turc. On a vu quand même des largesses défensives. Après, écoute, cette équipe turque, c'est un tournoi qui est un peu spécial pour eux parce que forcément ça joue en Allemagne avec la diaspora et tout, et finalement le match contre la République tchèque, je pense que ça a peut-être débloqué quelque chose parce qu'on se disait pareil contre cette
Tchéquie avec ce bloc bas, cette équipe qui est structurée, ça peut être dur pour les Turcs et finalement ils sont sortis avec une victoire. Après il y a le rouge-taux. Il y a le rouge-taux évidemment, ça avantage ça. Donc j'ai pas non plus envie d'enterrer la Turquie, mais je vois quand même naturellement l'Autriche parce que honnêtement j'ai trouvé que eux ils ont su nettement accélérer après le match contre les Bleus où il y avait des choses intéressantes, mais je trouvais que par exemple la position de Sabitzer elle était pas encore totalement réglée. Là Sabitzer contre la Pologne et les Pays-Bas il a vraiment été incroyable. Donc écoute, je pense que cette équipe autrichienne a un coup à jouer. Puis en plus tu vois ils ont remis Arnautovic en pointe et avoir un vrai neuf comme ça, même si l'ami Grigoric ça pouvait faire la différence, mais Arnautovic tu vois il a quand même un certain poids. Cette équipe autrichienne je trouve qu'elle commence vraiment à avoir de l'allure. Et puis après quand t'as Grilic dans ton équipe ça change tout. C'est le meilleur. Il y a au moins un Grealish à l'Euro. On te l'a laissé tranquille. Et bien meilleur, ils l'ont laissé tranquille. Et bien meilleur que le Grealish de City, pas dur. Fais attention à ce que tu dis. J'avais aussi le chat, je suis désolé, j'avais le Dominique Rougetot aussi, mais j'ai pas osé parce que j'ai eu peur de flopper. Mais vous êtes bon, vous êtes très bien inspiré. Oui. Bruce, de casser la tête là. Ouais, moi je vois l'Autriche plutôt tranquille moi sur ce match parce que la Turquie, j'ai eu la chance de voir 2 matchs et tout, moi ils m'ont pas impressionné du tout. Ça s'en remet la plupart du temps à des exploits individuels. C'est des exploits individuels, mais dans le jeu, je n'ai pas été impressionné. Et défensivement, et on l'a vu notamment contre le Portugal, ils peuvent se saborder aussi tout seuls, tu vois. Donc, moi, je vois une Autriche quand même bien supérieure et je vois l'Autriche faire le boulot et gagner par 2 buts d'écart, moi. Pour moi, il y a quand même une sacrée différence. Alors après, à pas sous-estimer, oui, les exploits individuels, il y a quand même des joueurs de qualité côté turc, on l'a vu. Capable de mettre des beaux buts aussi, mais dans le jeu, pour moi, c'est quand même bien inférieur et surtout défensivement, quoi. Je les ai vraiment pas trouvés rassurants du tout, donc ça me fait un peu peur pour eux. Ouais. Merci beaucoup Mafradel pour ton petit message. C'est vrai qu'on s'est bien régalé. Hier à 23h, c'était une très belle émission. C'était à 20h, mais... Oui, non, mais je pense qu'il était un petit peu dégoûté. Ah ouais. Je sais, non mais Poineau, t'inquiète, j'avais compris. Quentin, on t'a pas demandé, du coup, à toi. Tu partirais sur quoi là, sur cette rencontre? Parce qu'il y a un vrai favori qui se détache. Ouais, il y a un favori qui se détache, c'est l'Autriche tout simplement, et je pars évidemment sur cette équipe autrichienne. Il y a une grosse différence entre les deux équipes, c'est l'équilibre. Une équipe autrichienne qui est très homogène, très équilibrée, qui n'a pas de réelle faiblesse, avec une attaque intéressante, un milieu de terrain avec des joueurs vraiment travailleurs et des joueurs qui montrent de très belles choses depuis le début, et une assise défensive quand même assez importante, alors qu'en face on a une équipe turque qui a peut-être un gros déséquilibre entre son secteur offensif avec des joueurs capables de faire les différences, mais un secteur défensif peut-être un petit peu trop limité. Malheureusement pour eux, un coach Montella qui a fait des choix un petit peu particuliers face au Portugal, mais qui a su se reprendre derrière pour le dernier match. Il va falloir voir aussi la patte Montella sur ce match-là. Le choix de ces hommes. Çalhanoğlu suspendu aussi, j'avais zappé ça. C'est vrai, il y a Çalhanoğlu qui est suspendu, alors que c'est quand même le maître à jouer de cette équipe-là. Non, pour moi, sincèrement et malheureusement, je pense qu'il va y avoir une ferveur turque aujourd'hui incroyable. Dans le stade, ça va beaucoup aider les Turcs. Mais pas suffisant. Mais je vois l'Autriche s'en sortir pareil, sans trop de difficultés. Ok. Youss, je finis avec toi. Est-ce que tu as été conquis justement par cette ferveur? Parce qu'on t'a vu là-bas il était comme un poisson. Il était bien, Youss. Oui, moi j'avais appris quelques mots de turc pour l'occasion. Je passais comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Moi, est-ce que ça va suffire? J'ai envie d'y croire pour la Turquie. C'est sûr que si on se base que sur des arguments... logique, terrain. Voilà, c'est vraiment. C'est au niveau de la fête. Et puis je pense que tu vois, il y a peut-être, une fois que tu arrives en 8e, il y a peut-être une espèce de dominance mentale qui peut rentrer en jeu, qui peut, tu vois, je crois vraiment, tu vois, cette ferveur, parce que vraiment, nous, on l'a vécu en vrai. Et c'est assez impressionnant à quel point t'as l'impression de jouer en Turquie. Et on sait à quel point c'est dur de jouer en Turquie pour plein d'équipes. Donc j'ai envie de croire que que ça aura un vrai impact sur le match. Après, c'est sûr que sportivement, moi, cette équipe d'Autriche, je vais pas en dire du mal. C'est une équipe que j'ai trouvée vraiment bien, et je trouvais justement que l'équipe de France soit tombée dessus. Enfin voilà, au premier match, ça a aidé à relativiser la performance. Donc cette équipe de l'Autriche, c'est une des bonnes surprises de cet Euro. Mais si la Turquie gagne ce soir, ça serait peut-être la surprise des 8e. On n'en a pas encore eu. Ouais, non, j'y crois, parce qu'il y a quand même des choses dans cette Turquie. Il y a quand même un potentiel offensif qui est hyper intéressant. Tu as quand même des individualités qui peuvent, tu vois,
t'as inventé quelque chose. Il y a une marge de progression parce que les choix de Montella n'ont pas été super bons jusque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça sera autre chose. Tu as ces petits motifs d'espoir. Après, ouais, l'Autriche, c'est du sérieux. En tout cas, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de Turcs qui te suivent. J'espère que les gars, ça va le faire. Hein. En tout cas, moi, je suis avec vous. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment le discours d'un mec qui veut pas avoir de problème. Non, c'est qu'il aime bien la Turquie. C'est une équipe que j'aime bien et ça peut être une belle histoire en vrai. C'est une équipe tu vois, il y a une grosse communauté turque en Allemagne, ça peut être une belle histoire. Si Pono votez pour moi. Si Pono peut remettre la compo probable de l'Autriche, il y a quand même un petit point faible à exploiter. Youss l'a bien dit. Mouené, j'ai trouvé vraiment en grande difficulté face à la France. Des profils de percussion comme un Yildiz, comme un Baris, voire Güler, même si son meilleur positionnement 110. On ne dit pas que cette équipe Autriche, c'est la Wunder Team. C'est pas une équipe qui est au-dessus du lot et tout. Il y a quand même 2-3 petits points faibles à exploiter. Et s'il faut cibler ça, je pense que le latéral gauche, si Montella a bien travaillé, j'espère pour lui, normalement, il y a quelque chose à exploiter de ce côté-là. Et toi, Bracou, qui passe aujourd'hui? Alors moi, dis-nous, éclaire-nous. Alors moi, dans mon tableau, et d'ailleurs, Pono, si tu peux, Pono, tu peux envoyer mon tableau parce que moi, j'avais fait un tableau. Oui, j'avais fait un tableau. Donc, putain, il lui faut 2 minutes. Non, alors. Affiche-le nous dans 2 minutes quand même, mais dis-nous un meuble en attendant. Alors Autriche-Turquie, moi quand même, je pense que je vois l'Autriche parce que l'Autriche, je trouve que c'est une équipe qui est en train de se hisser. Alors je dirais pas au niveau des toutes meilleures nations européennes, mais je trouve qu'ils sont en train de vraiment s'installer dans ce chapeau 2, tu vois, dans lequel je mets la Suisse. Et la Suisse, même avec ce qu'on voit, je les mets même peut-être un peu plus haut. Dans les 3-4 meilleures équipes. Mais tu vois, par rapport à l'Euro 2021 qu'on a vu de l'Autriche et celui qu'ils sont en train de faire là, en plus avec des absents quand même super importants, je pense que l'Autriche va le faire sans problème. Il y aura bien sûr. L'Espagne, tu as cru pendant un petit peu. L'Espagne, attends. Mais là, tu vois la Roumanie là. Oui, voilà. Aussi, j'avais pas vu. T'en as pas parlé ça. Oui, non, mais si, j'allais en parler là. Justement, je vois la Roumanie passer parce que moi, les Pays-Bas, c'est comme la Belgique, les Pays-Bas. Ça fait plusieurs années qu'ils me font plus du tout rêver les Pays-Bas. Donc j'ai mis la Roumanie en me disant ça peut être cool. Mais quand je vois ce qu'a fait la Géorgie contre l'Espagne, je me dis que les petits, en fait, ils sont en train de se faire sabrer petit à petit. Donc, mon tableau, il va pas durer très longtemps, quoi. Il y aura peut-être la finale. Hein. Peut-être la. Non, oui, j'aurais peut-être la finale. Alors, je pense que l'Angleterre va aller au bout, sincèrement. Tu sais quoi, ça va faire comme Dortmund, mais eux, ils vont gagner, tu vois. On a l'impression. On a l'impression qu'ils sont pas fous, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. C'est pas qu'une impression, ils sont éclatés pour le moment. Non, mais quand je te dis ça, je me projette dans 15 jours, tu vois. Non, mais ils ont un tableau où même en jouant mal, ça peut tenir jusqu'à la finale. C'est ça, elle est là, la douille. C'est qu'en fait, ils vont réussir à s'en sortir grâce à tout ça. Donc je vois l'Angleterre aller au bout. C'est dommage, j'aurais bien aimé que la Suisse gagne et j'ai été tellement déçu par l'Angleterre que franchement la Suisse devrait gagner ce match. Moi, mais ils vont se faire avoir. L'Angleterre dans mon tableau en finale. Tu les as mis en finale aussi? Bah ouais, parce que sur le côté droit, même en jouant mal et tout, mais je regrette. Là, tu vois, je mettrais la Suisse. Moi, je mettrais la Suisse vainqueur quand on fera nos pronos là. Et j'ai mis le Portugal vainqueur contre la France, mais j'en suis plus si sûr. J'ai mis le Portugal vainqueur avant d'avoir vu le match d'hier. Oui. Et franchement, le match d'hier m'a complètement fait changer. Donc si j'avais pu voir le match d'hier, j'aurais mis la France. Hein. Donc là, c'est qui? Tu changes quoi là dans ton tableau? Tout. Tu veux la finale l'Espagne. Si je pouvais mettre l'Espagne à la place de la Géorgie, je mettrais l'Espagne. Tu mettrais l'Espagne en vainqueur contre la Géorgie avec du recul, Braque. Avec le recul, tu mettrais l'Espagne vainqueur. Avec le recul, je mets l'Espagne, très clairement. Mais après, la Géorgie, moi je vous regardais, je suivais les émissions et tout un petit peu de loin et je vous entendais sur la Géorgie. Franchement, frère, il y a un moment donné, au bout. Vous êtes des chacals. C'est un coup de cœur, mon ami. Mais je dis l'Espagne. Mais vous êtes des chacals. Toi, tu me dis le foot, c'est devenu nul et tout. Justement, le foot, si tu veux que ce soit bien, pousse pour la Géorgie. Mais l'Espagne, c'est le football dans cet Euro. Heureusement qu'on a l'Espagne. Oui, mais justement, c'est ça qui est beau, c'est de voir la Géorgie sortir la meilleure équipe de la compétition. Au bout d'un moment, moi, c'est à ça que je croyais. Faut rester lucide. Il y a un truc qui s'appelle. Faire un infarctus. Il y a un truc dans la vie qui s'appelle la nuance. Quand on dit coach Orashvili, c'est une révélation, ça veut pas dire qu'on dit que c'est Pirlo Prime. Donc fallait pas mettre la Géorgie. Ouais, mais ça, vous dites pas aussi pendant les émissions. Moi, je peux pas le deviner. Préciser que c'était pas R9 non plus. Je peux pas le deviner. Donc, bon.
Il y a Tupac qui t'a donné un bon conseil. Il a dit quoi? Attends le 14 pour donner le braque. Ah bah c'est une idée. C'est pas mal. Je pense que je ferai ça en 2026. Attends le 15 même. Hein. Le 15, c'est encore mieux. Bon bah voilà, c'est mon arbre, dommage. Non mais en vrai, ça aurait été beau avec la Géorgie. En plus, ils ont ouvert le score et tout, donc franchement... Même à ce moment-là, moi, j'y croyais pas. Mais on a bien aimé cette équipe. On a donné. Voilà, messieurs, on peut avancer maintenant sur le Pronogate, tranquillement. C'est parti. Mais parce que, est-ce que la corruption est Il devait y présente? avoir un vote du chat, non? Est-ce que la corruption est toujours présente ou pas? Je sais pas. Ah, par rapport au point qui devait être retiré ou je sais pas quoi. Je sais pas. Ouais. 2 points qui te concernent et qui concernent Scipion. Comment ça qui me concerne? Parce qu'en fait. Mais c'est pas de ma faute, moi. Non, mais il y a eu toi aussi. Ouais, mais je savais pas. il y avait moi, j'avais Braque pas aussi. compris, moi. Ah oui, il y avait Mais Braque. non, mais vas-y, arrête les coups pas. Les deux sont concernés. Aïe. Ah ouais, et les deux, on joue le titre. Donc moi, ça dégage, on enlève des points. Bah non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on fasse voter le chat. Attends. On fait voter le chat. On explique la Braque est concerné. Braque est concerné En aussi. sachant que je sais ce qui se cache derrière. Ouais. Mais là, c'est la honte absolue. Mais là, Poineau, t'as pas honte? Mais non, mais... Le chat, T'as pas honte? Le chat, on va lancer un sondage. On vous explique la situation. Braque et Scipion ont fait un même match ces derniers jours avec l'intitulé une des équipes marquera sur penalty dans ce match. Ce sont des my match qui sont passés, qui leur ont rapporté 2 points ou 3 points? 2 points. 2 points, voilà, 2 points. Sauf que, après vérification, ce sont des intitulés qui, dans les my match, n'existent pas. Quand tu coches my match, ça t'enlève des trucs. Ce sont des paris que tu peux faire en simple, mais ce ne sont pas des paris que tu peux faire en my match. Est-ce que c'est de notre faute? Or, nous faisons des my match. Donc, grosso modo, Scipion et Braque. Attendez, avant de lancer le sondage, on peut même pas se justifier. Grave. Donc, Scipion et Braque ont fait des my match qui n'existent pas. Donc, on vous fait voter. Est-ce que, vu que ces my match n'existent pas, on leur retire les 2 points qu'ils ont gagnés et on annule, ou est-ce qu'on leur laisse les 2 points? Moi, je pense qu'Anto, objectivement, il faut faire un Parole vote. à la défense. Faut faire un vote. Soit on maintient leurs points, soit moins 2 points, soit tentative de triche, moins 3 points, soit toujours plus. tentative... c'est bon, là. Pour tentative de triche, moins Scipion 3 se points, défend. les 2 points qu'on Scipion se enlève, défend. oui, et un point de bonus. Trop tard. C'est trop tard, les gars, vous avez lancé le sondage, on n'a même pas eu le temps. Ça, c'est pas de la démocratie. Scipion, défends-toi. Vous connaissez mon honnêteté et mon intégrité totale. Oui. Évidemment, quand j'ai mis ça, j'ai cliqué direct et j'ai pas vu le my match. Pareil. Honnêtement, c'est comme ceux Exactement pareil. qui mettent directement en match nul et tout. C'est vrai que c'est une grosse prise de risque. Moi, j'ai fait ça tranquillement. Alors, évidemment, la nuit avait été courte, donc je n'avais pas eu le temps de me retourner, tout ça. Et oui, parce qu'il y en a qui comprennent pas, mais ça charbonne en fait ici, ça charbonne énormément, donc forcément. Objection, votre honneur. Mais des fois, on est plus lucide. C'est comme sur le terrain, quand t'as fait une course de 80 mètres, à un moment donné, tu sais même pas qui est autour de toi. Donc voilà. Non, on va pas. Le chat a tranché. Ils ont fait le sondage trop tôt, on n'a même pas eu le temps de justifier. Non. Propose -2, -1 et pas de sanction. 3 moins 1, c'est moins 2 ou Bah Parce oui. que petite sanction, on a quand même gagné. Mais vous avez gagné sur un Les choix gars, qui n'existe les gars. pas, les mecs. Les gars, au bout d'un moment, on a trouvé le truc. Bah c'est oui. pas de notre faute Mais si vous on avez n'a pas trouvé vu. le truc, c'est pas un my Moi, j'ai match. envoyé un truc, c'est pas de ma faute si le jury a validé ça. C'est au jury de me dire non. Il a raison. Ton my match Mais n'est le pas bon. Il a raison. jury, c'est la corruption Les aussi, gars, on comprend les pas. gars. C'est comme quand on Moi, fait. je valide Attends, over 20 000 spectateurs dans le stade ce soir, moi. Turquie. Mais vas-y. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Moi Mais aussi, t'as je fais un des bêtises. pote, t'as un Ah Scipion. oui. Bah, J'aurais dû Scipion. en placer aussi des trucs. Scipion, et après, moi, je vais dire quelque chose. Vas-y, Scipion. C'est comme quand on fait Toi. une faute au tennis. Voilà, c'est le juge, c'est la technologie qui va Ouais, juger. exactement. Le joueur, il est pas. Voilà, il fait Bah, il y a pas. Moi, penalty j'ai ou pas envoyé un truc. penalty, t'as Aïe, été aïe, pris aïe. par la VAR, J'ai envoyé Pipion un truc. penalty. Moi, je vais dire juste un truc. Moi, je suis désolé. À partir du moment où t'envoies ton my match, peut-être tu te trompes. J'avoue, on s'est trompé. Non, j'avoue, on s'est trompé, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je savais pas que c'était oui. pas dans le my match. Parfois, tu te rends pas compte, ça aurait pu t'arriver à toi. Mais ça aurait pu... quand tu coches, Attends, laisse-moi quand finir, tu Bruce. coches my match, il y a Oui. plus de 10% des options. Laisse-moi finir. Quand on lève le my match, il y a 400 options, Bruce, les gars. laisse-moi finir. Les erreurs, ça arrive, ça aurait pu t'arriver à toi, ça aurait pu arriver à Kanto. non. Pour moi, à partir du moment où t'envoies ton my match, tu te trompes, et derrière, la commission ne voit pas que tu te trompes. T'as dit je suis envoyer le désolé, my il se match, trompe. Brad. Si le Hein juge T'as valide. dit envoyer le my match. Mais non, envoyer le my match, oui. T'envoies le.
Mais arrête, toi, tu connais même pas les règles. C'est toi qui aurais dû nous dire, il est pas bon ton my match. Ben oui. Nous, on a envoyé. Voilà. Pour moi, en vrai, je Oui, suis mais les d'accord. gars, c'est injuste envers nous. Même si eux, ils se sont trompés, Poineau peut-être, mais Oui, c'est mais injuste envers nous. tu sais très bien que c'est pas intentionnel. On fait pas exprès, on se trompe, on c'est n'a pas tout. dit que c'était intentionnel. Oui, donc tu peux nous accorder que c'est une erreur, tu vois, Oui. et qu'on n'a pas fait Une exprès. erreur qui mérite d'être rectifiée. C'est là où lui, il est logique. Non, mais, J'ai faut pas arrêter. dit que vous aviez fait exprès. Hein. J'ai dit que c'est un peu injuste envers nous parce qu'on joue le titre. Voilà, parce qu'on a pu se C'est le défendre. premier qui marchait. Mais non, on a pu se défendre. il y a on eu fait un les sondage. Oui, on a argumenté. Du coup, il y a eu un sondage pour oui et un sondage pour non. Et pourquoi là on a 56% de ce que tu viens de montrer? Donc il y a eu un sondage oui et un sondage non. Le premier, c'est Donc qu'on n'a pas votre pu se défendre. défense, elle a pas marché. Là, on en refait un. Ça se trouve, ça rebascule de l'autre côté, les gars. Arrête. Non mais franchement les gars vous êtes la vérité moi j'aurais accepté j'aurais pas retiré de quand points même, hein. non moi je vous aurais pas retiré de points parce que Moi, pour je te laisserais retirer les points. non moi je te les aurais laissés bien hein. sûr. Je te les aurais laissés moi perso Moi, j'aurais je rien les aurais dit, hein. retirés mes points. J'aurais Propose dit les j'étais trois hors, options, moins 2, c'était moins pas 1 et valable. 0. C'était pas valable. Et on prendra cette décision. Attention dans le chat, Mais vous attends. avez une lourde responsabilité. Messieurs, s'il vous plaît, cessez d'influencer le public. Non mais juste un On truc cesse d'influencer le je public. sais pas de l'influence que je vais faire mais pourquoi c'est le FC Guez qui décide On est en alors démocratie. qu'il joue aussi le FC Guez Mais normalement, en il n'est pas démocratie. valable. votre- c'est comme s'il y en a un de nous Normalement, qui il n'y a décidait même pas à demander l'avis du chat, il n'est pas valable. que C'est sans un le my FC match, vous Guez- n'avez pas fait un my match, Parce que les sans gars. le Guez, on donc, n'a pas d'émission. Voilà pourquoi c'est eux qui Ah, toi- choisissent. Moi, je me serais retiré les points, les amis. Moi, je tourne de bonne foi, moi. le mec il crache sur le FC Guez tous les jours Ouais. et là aujourd'hui d'un coup c'est ses meilleurs amis Je suis habité. t'as pas de face toi je Bon, te ça, jure. vous en sortez bien avec -1, vous vous en sortez Ah bien. ouais, c'est une escroquerie quand même. Faudrait pas que ça se joue à un Écoute, point d'écart à la On fin. coupe la poire en deux. Une -1, tranquille. Ça va. Tu vas le gagner ton maillot, Bruce, tu le sais de toute façon. Non, je l'aurais pas, c'est pas grave. tu vas le gagner. Mais peu importe, même si je serais On est dernier, à j'aurais dit la 50 même des chose. maillots C'est une question de bon sens. On renvoie le classement à jour, les mecs. Alors, On a enlevé un point. Allez, Du recule, coup- bref. bon, ça va, je suis toujours pas si proche de Zal que ça. 24 points pour Scipion, 22 pour Prusse Panette qui réussit à repasser devant moi Pas avec dur. Kanto. 21 points pour moi, le FC Guez. Le FC Guez à 17 points. Et Zaldinho toujours sur la 7 à Par 16 contre, points. faudrait changer ta taufe pour le moment sur le. Pourquoi Faudrait faire un duo, non Pourquoi un duo? Je comprends pas. Faudrait. Non. Frère, tais-toi, frère. Pourquoi tu fais ça? Tais-toi. Toi, tu joues contre nous. Tu joues contre nous. Poto, si t'attendais après moi pour vous couler, il y en a d'autres qui nous coulent avant moi. hein. Alors, pour les matchs du jour, Autriche-Turquie, Brésil-Colombie, est-ce qu'on a des surprises? Voyons ça tout de suite en image. Ah, certains voient un nul. C'est Bruce et Scipion qui voient un nul entre le Brésil et la Colombie. Sinon, tout le monde voit l'Autriche passer. Pour les buteurs du jour, qu'est-ce qu'on a choisi? On part sur Memphis Depay pour Bruce, on part sur Marcel Sabitzer pour moi-même, Baumgartner pour Kanto, Arnautovic pour Scipion et Arnautovic pour Zal également. Voici donc les buteurs, vous connaissez la règle, hein, Kanto entre 1 et 2, ça fait Non, 1 point, c'est ça? Entre 1 et 3, c'est 1 1 et point. 3. Entre On est 0, plus 1 sûr et de 5, rien c'est 2 maintenant. points, et entre 3 et 5, 5, 0 2 et points. plus, c'est 3 points. 5 et plus 3 points, voilà, c'est ça. On n'est plus sûr de Ouais. grand-chose. hein. Donc là, en fait, tout le monde joue pour... Qui? Ok. Bande Donc de là, en fait, copieurs. tout le monde joue pour 2 points, sauf Bruce, il joue pour 1 point. Exactement. Oh, ok, parfait. On enchaîne maintenant avec les My Match. Les My Match de la Discord. Les voici. Pareil, hein, Kanto, j'ai besoin de toi là, s'il te plaît. Alors, le premier, c'est 2-0 Pays-Bas, 3-0 Pays-Bas, 4-1 ou 3-2 Pays-Bas. Le deuxième, c'est Pays-Bas avec un but de Wout Weghorst. Et un score de 1-0, 2-0, 3-0 ou 2-1 pour les Pays-Bas. Le troisième, c'est Cody Gakpo avec pareil des scores 1-0, 2-0, 2-1 et 3-1 pour les Pays-Bas. Ensuite, Pays-Bas gagne sans encaisser de but. Et Pays-Bas gagne les demi-temps. C'est-à-dire que les Pays-Bas doivent gagner 1-0, donc marquer à minima un but par mi-temps. Et enfin, résultat, match nul entre la Roumanie et les Pays-Bas. Je sais pas qui c'est qui a pu. On t'a rien demandé. Il y a pas match. Hein, c'est le troisième C'est toi, My Match. De quoi, le 4? Que t'as Non. défendu. Ah non, c'est le 5, je voulais dire. C'est le My Match de Pipion qui est choisi aujourd'hui. Donc, cote à plus de 5,60. Donc, 3 points potentiellement pour le FC Guez Toi qui et l'as fait Pipionista. Pardon? Oui, qui c'est l'as moi. Ça se voit. C'est moi. C'est toujours moi, hein, depuis le début. Oui. Oui, oui. non, ben, Oui, tu verras oui. le 4. Les Pays-Bas, ils vont marquer dans les demi-temps. Je Merci. suis confiant.
Merci à Winamax pour cette séquence, pour le fameux Pronogate. Il porte vraiment bien son nom, le Pronogate, on peut le dire. Allez, on va finir cette émission tranquillement avec un petit start bench sell. Pas de quiz aujourd'hui. Voilà, pour changer un petit peu, parce que bon, les quiz, c'est marrant, mais c'est vrai puis que avec parfois... Antoine, on a marre de gagner. Donc. Ouais, c'est ça. on avait envie de changer un petit peu. Aujourd'hui, start bench sell, bon, vous connaissez le principe. On a 3 joueurs qu'il faut classer dans 3 catégories différentes. Start, qui est-ce qu'on fait démarrer, bench, qui est-ce qu'on met sur le banc, et sell, qui est-ce qu'on vend. C'est une petite séquence assez sympathique et on commence avec un choix, il va vous faire plaisir celui-là. Je sais qu'il va vous faire plaisir. Bon, il y a eu un petit teasing hier. On a un asset, Pono ? Et ben voilà, Xabi Alonso, Rodri et Busquets. Comment est-ce qu'on les classe ces 3-là, messieurs ? Comment est-ce qu'on les classe ? Alors le chat, n'hésitez pas, vous aussi, de votre côté, à nous classer ces 3 joueurs-là. N'hésitez surtout pas. Le truc. Et après, on va découvrir. Oui. Busquets. Et Xavi. Voilà. Moi, c'est bon. Ça a été dur ? J'ai aucune idée en fait. Yous, ça a été facile ? Ouais, facile. Facile pour toi ? Dans le respect, mais facile. Ouais. Pipion, ça hésite ? Ah ouais, là, c'est dur. Ah, ça hésite beaucoup. Allez, moi, Je sais que t'es un grand fan de Xabi Alonso, toi. Malheureusement. Allez, Mais qu'en face, t'as des monstres. moi, c'est parti. Bruce, Ouais, t'es good ? je suis bon. Ok. Je suis bon, c'est dur, mais bon, faut faire un choix. Il nous reste bien entendu le relou, comme d'habitude. C'est bon. C'est bon ? Allez, écoutez, messieurs, on découvre. On va commencer par Yous qui avait fini en premier, du coup. Yous, Busquets. Busquets, Rodri, En start. Xabi, ouais, toujours mes petits dessins. original qui fait à la verticale. Là, je me suis... En fait, quand je le faisais à C'est bien. l'horizontale, j'avais T'as pas de plus place de pour place les noms. pour écrire C'est ça. Je vais faire comme toi. Bah, avec plaisir. C'est là que tu vois les gens malins et les gens pas T'es en très train de malins. dire que je suis con ? Non, pas du tout. Peut-être que d'ici quelques années, le classement évoluera parce que on va pas se mentir que je pense que Rodri dans les 3, c'est peut-être celui qui est le plus proche ou qui va être le plus proche d'attraper un ballon d'or. Ouais. Je le trouve plus complet sur le terrain tout simplement également, mais voilà, pour les accomplissements, pour le côté aussi nouveau quoi. C'est Busquets quand il est arrivé. Au début, on se disait mais c'est quoi cette espèce de nouveau rôle et on se posait des questions. Il y a ce côté aussi révolutionnaire que Busquets a apporté, et beaucoup de respect pour Xabi Alonso, mais que j'estime un peu en dessous même dans sa vie, dans sa vie à lui, dans la carrière espagnole. Je vais dire dans sa vie personnelle. Non, je juge pas. Non, il a été un peu dans l'ombre de Xavi Iniesta. Ouais. Et, tu vois, il était toujours un peu dans l'ombre, même si au niveau espagnol, je parle, même si voilà, c'est un grand joueur et je calme le haut là tout de suite. Ouais. Gros respect pour Xabi Alonso, mais à côté des deux. Et je pense que Rodri a déjà, pour moi, dépassé Xabi. Et je pense que sur les prochaines années, Rodri dépassera Busquets. Ok, très Je pense bien. que je peux T'as enchaîner. envie d'enchaîner parce que t'as le même. Ouais. C'est ça. Parce que j'ai le même. Pour moi, Busquets, c'est une évidence. C'est celui qui réunit tout, un palmarès de taré, une longévité costaud, et puis que des gros matchs quasiment. Il fait partie de la meilleure Espagne, du meilleur Barça, etc. Donc pour moi, Busquets, c'est le meilleur. J'ai failli mettre Xabi Alonso en 2 parce que c'était un joueur que j'aimais bien, et pour le coup, lui, on a un peu plus de recul par rapport à Rodri, mais Rodri, ce qu'il est en train d'accomplir, et quand tu te projettes un peu, il peut faire une carrière, pas all-time, mais une carrière assez légendaire aussi, puis il a un niveau de taré, capable de marquer des buts aussi importants quand son équipe est en galère. Donc pour moi, Rodri, je le trouve monstrueux, et on verra le palmarès à la fin, parce que ça rentrera en compte, mais il y a moyen qu'il soit en tout cas dans ma hiérarchie des joueurs à ce poste-là les plus marquants. Parce que moi, je pense vraiment qu'à la fin de sa carrière, avec un peu de recul, on se dira putain, c'était quand même quelqu'un. Voilà, et Xabi Alonso, beaucoup de respect, mais pour moi, je le mets un peu derrière les deux. Ok. Scipion, qui a hésité pas mal. J'ai le même parce que forcément, Xabi Alonso, c'est un joueur que j'adore, mais faut que je sois juste, et il y a le facteur nostalgie qui peut rentrer en compte. Mais je trouve que Rodri, dans ce qu'il peut dégager,
je pense qu'il a quand même cette dimension un petit peu supérieure. Busquets qui est numéro 1 quoi qu'il arrive, parce que je vois qu'il y en a qui disent ouais, il s'est pas adapté ailleurs qu'au système Barça, mais dans ce Barça-là qui a été sans doute la meilleure équipe de l'histoire. Ça, Busquets s'est pas adapté. Non, mais il y en a qui disent Busquets il n'a pas testé ailleurs. Ça va les gars, il a une décennie. C'est le même argument de Messi, il a gagné qu'au Barça. Une décennie avec l'Argentine aussi. Tellement dominante. Et voilà, c'est vrai que si je dois finalement c'est entre Rodri et Xabi Alonso que j'hésite le plus. Et voilà, c'est vrai que Rodri, ce qu'il fait en première ligue, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Évidemment, Xabi Alonso, il aura beaucoup plus de titres, des LDC, des Coupes du Monde, des Euros. On a aussi le fait qu'il ait joué au Real, au Bayern, à City. Mais je pense que voilà, je ne peux pas me détacher non plus de ce qu'est en train d'accomplir Rodri. C'est pas de la culture de l'instant. Je pense qu'il y a un truc en plus pour Rodri. C'est trop. J'ai fait quelque chose d'un poil différent. Une entrée, frère, on aurait dit Michael Caine, quoi. Un acteur, frère. Différent. Busquets, en tête de liste. Pourquoi ? Parce que pour moi, il fait partie tout simplement des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Et voilà, il est pas loin d'être tout en haut de ma liste. Il a fait partie de la plus grande équipe du monde, de l'FC Barcelone. Il a tout gagné avec l'équipe nationale espagnole également. Bon, je pense que tout le monde a déjà parlé de Busquets et j'ai pas besoin d'en parler pour dire que voilà, ce joueur a été tout simplement incroyable et il mérite d'être en tête de liste de ce top 3. En 2, j'ai mis Xabi Alonso. Moi, j'ai changé, j'ai pas mis Rodri. Pourquoi ? Xabi Alonso, c'est un joueur qui gagne la Ligue des Champions avec Liverpool. Il gagne la Ligue des Champions avec le Real Madrid, où il gagne des coupes espagnoles, où il est champion d'Espagne notamment. Il est champion d'Allemagne derrière avec le Bayern Munich. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est imposé dans des championnats différents. Angleterre, Allemagne et Espagne. Il a bougé, il s'est adapté à plusieurs systèmes de jeu, il s'est adapté à plusieurs coéquipiers, il s'est adapté à plusieurs entraîneurs. Il a évidemment un palmarès long comme, mon bras, évidemment, avec l'équipe nationale espagnole, ou Euro et champion du monde également, avec cette image mythique sur le coup de pied de Jong. Mais non, Xabi Alonso, en fait, aujourd'hui, pour moi, n'a rien à envier à Rodri, même si Rodri est et sera probablement dans quelques années un des joueurs marquants de sa génération, un des meilleurs milieux de terrain. Mais aujourd'hui, moi, Xabi, j'arrive pas à le mettre 3 dans ce top 3 avec tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a montré dans sa manière de jouer, dans sa manière de s'imposer et dans la classe qu'il avait sur le terrain. J'ai mis Rodri 3, mais c'est un 3 à l'heure actuelle, mais je pense qu'à terme, il pourra gagner une place dans ce top 3. Rodri, ce qui lui manque pour moi, tout simplement, bon là, ça y est, il a eu sa Ligue des Champions, il est champion d'Angleterre à plusieurs reprises. Ce qui va lui manquer, c'est peut-être un titre en sélection nationale pour moi pour arriver à monter. La qualité du joueur, je la remets absolument pas en question. Il est très très fort. Il est tout simplement imposant dans toutes les équipes. On le voit être un joueur clé avec la sélection nationale, un joueur clé avec Manchester City également, mais je pense que Rodri aujourd'hui, il lui manque encore un petit quelque chose en termes de palmarès et en termes de longévité pour être à la hauteur de Xabi Alonso par exemple. Rodri est encore un petit peu jeune pour moi pour prétendre concurrencer Xabi Alonso. Voilà. Donc dans quelques années il le saura et c'est pas uniquement de la nostalgie, c'est simplement que voilà, il est encore au milieu de sa carrière et face à une carrière accomplie comme l'ont eu Busquets et Xabi Alonso, j'attends de voir si la carrière de Rodri est accomplie jusqu'à la fin de sa carrière pour le mettre à leur hauteur. Bravo. Rodri en 1 pour moi. Tu fais exprès. Non, je fais pas exprès. Non, Braque, laisse-le s'expliquer. Ben voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que comme je l'ai dit à Kanto la dernière fois, pour moi, Rodri, c'est le premier joueur dans l'histoire depuis que je regarde du foot qui me donne l'impression qu'en fait, on peut pas battre l'équipe dans laquelle il est. Voilà, c'est un joueur pour moi qui est beaucoup trop fort. Je le trouve même encore plus fort que Busquets intrinsèquement. Et pourtant, Busquets, je l'aime beaucoup. Je suis pas du tout un anti-Barça. N'écoutez pas Bruce. Je suis pas du tout un anti-Barça. Au quotidien, c'est pas l'équipe que je porte le plus dans mon Messi, cœur. Il déteste Busquets, il déteste tous les C'est Barcelonais. pas l'équipe que je porte le plus dans mon cœur, mais je suis pas un anti-Barça. J'ai même eu des périodes où j'ai failli devenir supporter du Barça. Donc, je ne suis pas un anti-barcelonais. Voilà, je mets Rodri en 1 parce que moi, j'ose me projeter et j'ose les porter. Ce mec-là, à la fin de sa carrière, on va dire que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire. C'est une certitude. Je vois le futur. Il est beaucoup trop fort. Et en plus, le mec peut marquer des buts, comme tu l'as dit. Le mec est à un autre niveau. Xabi Alonso, je l'ai mis en 2. À la base, je l'avais mis en 3, mais Kanto m'a convaincu.
Mais Donc j'ai un changé. Barcelonais, du coup. Non, il n'y avait pas un Barcelonais. Il y avait Kanto qui m'a convaincu dans ce qu'il a dit. Convaincu par rapport à Rodri, pas par rapport à Busquets. Par rapport à Xabi. Par rapport à Xabi, surtout. C'est Xabi Alonso, Oui. je t'avais parlé. Non, pas de mais Rodri. il a raison. Oui, mais tu peux le c'est prendre de l'autre côté aussi. C'est Xabi. Moi, je comparais Xabi à la carrière de Rodri, pas Xabi à Busquets. Oui, je sais. Mais Ah. moi, en fait, tu m'as convaincu de remonter Xabi d'un cran. Ok. Pas par rapport à un autre joueur. Non, je remonte Xabi Alonso. Pourquoi ? Parce que, en fait, Xabi Alonso, moi, je suis un homme d'aventure et je suis un homme d'histoire, de mecs qui écrivent des choses. Et l'histoire que Xabi a écrit, il a raison, Kanto, c'est un Avec truc Busquets, de fou. il a pas écrit grand-chose. Bah, bien Il sûr, a gagné 14 Ligues des Champions, Mais il a tout gagné avec l'Espagne. Attends, mais tu crois que je vais pas y venir à Busquets ? T'inquiète pas, je vais parler de lui aussi. Xabi Alonso, il a gagné partout. Il a été incroyable. Enfin, je veux dire, ce mec-là, bah, c'est vraiment c'est Hercule en fait. Le mec, il va partout. Il est tout aussi fort que les autres. Alors, je dis pas intrinsèquement, mais je veux dire, je pense que ce mec-là, voilà, avait un niveau assez dingue. Et en plus, bah, il y a de belles histoires qui ont été écrites dans les plus grands championnats. Et puis, je finis avec Busquets. Un des meilleurs joueurs de tous les temps aussi. Hein. Faut pas penser qu'un start bench, ça veut dire qu'on sanctionne des joueurs ou qu'on en élimine. Juste, Ça, c'est vrai, t'as dit. par contre, t'as raison. Oui, non, mais je suis Dans d'accord. le chat, ils ont du mal à le comprendre. Je suis d'accord sur ça, mais t'as dit Busquets, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et donc Xabi Alonso, pour toi, c'est un des meilleurs de tous les temps. Ah bah à bien coup sûr. Bah bien sûr. Xabi Alonso, mais c'est un joueur incroyable. Il n'y a Pourquoi, pas des joueurs qui ont été devant lui quand même dans l'histoire du foot à son poste. Ah, Xabi Alonso. Donc pour toi, il y a Mais il fait combien, partie. il y a C'est combien le de panthéon. meilleurs milieux de tous les temps pour Mais, toi mais t'en il mets peut combien même y en avoir 400, il peut y en avoir 50, il peut y en avoir Donc, il y a beaucoup en fait. 400 milieux meilleurs de tous les temps. Mais bien sûr, il peut y en Est-ce qu'il y a avoir Grealish beaucoup. dedans Non, c'est pas un milieu déjà. Grealish. Ah, Grealish. On verra à la fin de sa carrière. Mais Busquets, ouais, c'est un des meilleurs milieux de tous les temps. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Busquets en vrai. Hein. Sauf que c'est un très bon Barcelone. joueur. Pas du tout. C'est très important. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Mais t'as raison. Vous avez tout dit déjà. Et t'as raison de préciser parce Oui, qu'il y a des gens dans le chat qui ont du mal à l'accepter. C'est que quand on met quelqu'un en 3, c'est parce qu'il faut bien mettre un 3. Eh oui. Ça veut pas dire qu'on le Eh jette à la oui, poubelle. C'est que des Voilà. cracks en Eh bien soi, sûr. tranquille. Hein. C'est pour On ça n'a qu'il pas faut le choix, c'est accepter tout. Et tous moi- les avis ou presque. Non, Et je- oui, et moi j'assumerai toujours ce que je pense et je me rangerai jamais Ah, il a pas tort là. Il a pas tort. je me rangerai jamais derrière la majorité. Voilà, je suis pas un mouton, moi je dis ce que je pense. Moi je raconte le football comme je l'ai vécu. Donc jamais on va me faire dire que lui c'est le meilleur Ça ou doit quoi être sympa de et que vivre je dois le le foot je dois comme le toi, répéter. Braque, des fois. Bah franchement Maintenant. viens avec moi, tu vas voir, parfois on s'amuse. Moi, je préfère rester sur le bas-côté. Bah vas-y, restez-y. Hein. Les autres Alors, sont durs aussi, hein, je crois. hein. on passe au suivant. Ah oui. Messieurs Suarez, Cavani et Forlan. Faut les classer. Ah. Alors, Braque, déjà, les gars, je vous spoile pas, mais on sait qu'il va être en 3. Ah Je ouais vous le dis, les gars, on le sait déjà qu'il va être en 3 du côté de Braque. va être en 3? Il a été avec un maillot. Il a joué avec Messi, il a joué au Barça, on sait déjà. Toi, de toute façon, toi, t'es un mec orienté, toi. Toi, t'es. Vas-y, je sais même pas comment parler de toi. Toi, la vérité. Ah, mais. Fais pitié. Carrément. C'est dans leur carrière avec Vérité, l'Uruguay ou fait dans leur pitié, ce carrière mec. générale? Bah, le premier, on a fait dans la carrière générale, donc je pense Ouais, que c'est pareil carrière pour générale, ça, hein. quoi. Ah oui, c'est la carrière, les gars. On a pris 3 Uruguayens par rapport à ce qu'ils ont fait en Europe, leur sélection. Putain, c'est- Amusez-vous. Pouh. En fait, le 1 pour moi, c'est évident, c'est 2-3 où j'ai une petite quand même hésitation. Putain, c'est pas évident. Personne n'hésite. Ouais, personne n'hésite. Attends, Il l'a mis 3. Attends. Pardon. Frère, j'ai même pas écrit, poteau, j'ai à peine écrit. J'ai vu. Mais t'as vu quoi, toi? Mais t'as vu? J'ai vu les 2 premiers que t'as écrits. J'ai vu les 2 T'as rien vu? J'ai comme prévu ça. Mais t'as rien vu? T'as rien J'ai vu les 2 premiers. Mais t'as rien vu? Prépare Vas-y, casse-toi, j'ai juré que j'ai Prépare ce vu. que tu vas dire au moins. J'ai juré que j'ai vu. Attends, non, moi je te dis, mes arguments sont toujours prêts. Voilà, T'inquiète pas pour moi. c'est ça. T'inquiète C'est ce pas qu'on pour veut, moi. t'inquiète. Non, mais ça va pas ou Mais quoi? mets pas les clubs hein, des joueurs. Hein non, je Ah, mets c'est juste les dur, noms. mais vas-y. 3 Uruguayens. Du coup, j'avais raison sur toute la ligne. Mais raison de quoi? Mais ça, je comprends Non, pas. j'avais trouvé qu'il t'allait mettre en 3, c'est ce que j'ai dit. Ah, pas forcément. Hein. Pas forcément. T'es bizarre, toi, en vrai. Putain, j'en ai marre de devoir toujours me justifier, ça commence à me C'est le saouler. but du bench, Oui, mes mais- couilles. Hein. Non, mais de justifier. Oh, non, mais alors de justifier en fait Ah, pas les mais choix à que je nous, fais. genre, Voilà, à c'est ça, moi. de devoir m'expliquer à vous, alors que moi je parle au FC Guez en fait, je parle aux fraudes.
Vas-y, on peut. C'est bon Vas-y, Bruce. Alors, franchement, c'était pas évident. Bon, j'ai mis Suarez, qui est pour moi quand même un attaquant pas comme les autres, qui nous aura marqué. Et voilà, un attaquant vraiment unique. Et moi, perso, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a le truc de la Ligue des Champions sur les matchs de phase finale où par moment, voilà, c'est vrai que il a pas marqué ou très peu marqué, il faut être honnête, mais ça reste pour moi un des 9 les plus marquants de cette génération et qui, à lui tout seul, pouvait faire basculer un match. C'était un poison constant. Donc, Suarez en 1. En 2, j'ai beaucoup hésité entre Forlan et Cavani. Mais je sais pas, c'est question de petite sensibilité foot. Je suis parti aller côté Forlan. Question de petite sensibilité, c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé Cavani aussi. Moi, c'est un joueur que je respectais beaucoup. Oui, il y avait du déchet des fois en dernier geste, mais c'est quelqu'un qui trichait pas sur le terrain. Donc, je lui pardonnais ça plus facilement. Mais je sais pas, Forlan, il y a un petit côté, voilà. Je sais pas si c'est un petit côté génie ou un petit truc, un sens qu'il a, quelque chose qu'il a de particulier qui, pour moi, fait de lui un joueur aussi à part. Donc, je suis parti sur Forlan en 2, mais j'aurais pu mettre aussi Cavani en 2. Ok. C'est dur pour moi. Kanto, fais-moi rêver. Allez. Je suis parti en start Suarez, évidemment, pour sa carrière. Il fait partie des plus grands neufs de l'histoire et je pense qu'il n'y a même pas besoin de débattre trop longtemps dessus. Son apport avec la sélection nationale a été également absolument énormissime. Il a eu la chance également de faire partie d'une grosse génération d'attaquants. Et voilà, Luis Suarez, de ce qu'il a montré au FC Barcelone, avant même à Liverpool et un petit peu plus tôt à l'Ajax, a fait de lui un joueur parfait. On connaît sa mentalité, on sait qu'il n'a pas hésité à se sacrifier, notamment pour son équipe nationale, dans des moments qui ont marqué l'histoire du football. Il a fini sa carrière avec beaucoup d'humilité. Il est encore aujourd'hui en train de jouer. Il est encore acclamé lorsqu'il rentre sur le terrain avec l'Uruguay en ce moment même à la Copa América. Donc voilà, pour ces raisons-là, Luis Suarez en start. En bench, j'ai mis Edinson Cavani. Je suis supporter marseillais. Cavani a toujours été un des attaquants que j'ai le plus admiré de toute ma vie. Ça aurait été un dieu à Marseille. Et pourtant, c'était un joueur du PSG, mais c'était un des rares joueurs du PSG que je ne pouvais insulter au stade. J'adore Edinson Cavani, sa simplicité, son sens du but. Souvent critiqué, souvent décrié au PSG, alors que c'est absolument une légende. On va pas aider aussi. Ouais, souvent pas aidé, mais légende absolue du club, deuxième meilleur buteur du PSG, une quantité de titres de champion de France, de Coupe de la Ligue, de Coupe de France absolument inouï, inespéré. Il a gagné lui aussi la Copa América avec l'Uruguay. Il a réussi un exploit que très peu de joueurs ont fait dans l'histoire du football. C'est marqué 100 buts dans 2 championnats différents. Ils sont que 3, donc voilà pour Edinson Cavani qui pour moi est une légende absolue. Voilà, ce poste de numéro 9. Et Forlan, comme l'a dit Bruce, il y a ce côté mystique. Forlan devant le but, tu sais qu'il y avait un truc particulier, mais voilà, il y a peut-être un petit peu moins de palmarès que les autres. Il y a un petit peu moins de sélection. En sélection nationale, il y a un petit peu moins de buts marqués aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est Suarez et Cavani qui occupent les 2 premières places. Je crois que c'est quelque chose comme 68-58. Et Forlan a peut-être 20 buts de moins. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, il y a un côté mystique de Forlan. Il y a un côté attaquant qu'on a adoré parce qu'il nous gratifiait de buts incroyables. Mais c'est vrai que si on prend le bilan comptable, si on prend des statistiques, si on prend le palmarès, si on prend beaucoup de choses, il est peut-être un petit cran en dessous de Suarez et de Cavani. Ok, Pipion. J'ai le même que Kanto. Suarez en 1, évidemment, c'est une évidence. Et je suis extrêmement déçu de Vasla sur le chat qui dit Suarez, sans Messi et Neymar, c'était personne. Il a juste jamais regardé la match. Alors, mon copain, tu vas aller sur YouTube, tu vas taper Suarez-Liverpool et tu vas apprendre pendant 1 heure ce que c'était un petit peu le football à l'époque de Luisito. Mais il y avait Craig Bellamy et Stewart Downing. Ah oui, c'est vrai. Non, franchement, ça a été un attaquant absolument kiffant pendant 10 ans et même plus. Pour aller peut-être dans un autre argument, je citerai même cette saison Atlético où il fait gagner la Liga par moment, où il arrive à cet âge-là, à 33, 34 ans, à encore mettre un petit coup. Le Barça vient de le tège et fait gagner une Liga à l'Atleti avec la manière en plus. Donc forcément un des meilleurs attaquants de sa génération et qui était extrêmement kiffant à voir jouer. Je mets Eddy en 2. C'est vrai que peut-être qu'un peu comme mes 2 compères, Forlan, il y avait ce côté peut-être un petit peu au niveau de l'aura. Voilà, cette Coupe du Monde 2010
2010 où il avait fait du Jaboulani une arme nucléaire absolue dans ses pieds, où c'était des images absolument hyper plaisantes pour un môme, pour un adolescent. Mais Edinson Cavani, si on regarde la longévité, si on regarde les accomplissements, il y a quand même beaucoup de choses. Le Cavani de Palerme, c'était déjà super intéressant. Puis Naples, il est rentré dans une dimension, je me suis dit waouh, c'est qui ce bonhomme? Et alors à Paris, c'est vrai qu'il aura pas mal duré. La fin de carrière, elle peut être un petit peu plus discutable, mais tu vois, à Boca Juniors, c'est en train aussi d'écrire une très très belle histoire. Et finalement, c'est un mec qui a énormément duré. Et puis on a Forlán, qui malheureusement n'a peut-être pas eu autant de longévité, on va dire, en club, même si tu vois, à Villarreal, Atlético, c'était quand même hyper satisfaisant. À Manchester United, c'était un grand super sub. Mais voilà, faut faire des choix. Ça veut pas dire qu'on tège évidemment Forlán, mais voilà, on est obligé de casser. Il peut parler un peu pour lui aussi, c'est qu'il était peut-être pas dans des équipes aussi fortes que d'autres ont connu, comme Suarez aussi, ou le PSG, où c'était free win entre guillemets, tu vois, pour une équipe comme ça, des joueurs comme ça en Ligue 1, tu vois. C'est sûr que tu as des équipes qui font ça que tu as un marathon comme le bras, alors que quand tu es par exemple à l'Atlético en concurrence avec le Real et un des plus grands Barça de l'histoire et une des plus grandes équipes du monde, c'est sûr que pour le palmarès c'est plus compliqué. Je remets un petit coup à Vasla parce qu'il dit waouh, super, la Ligue des Champions et tout, ça c'est des arguments extrêmement pété. À partir de là, ça veut dire que R9 qui n'a jamais gagné Ligue des Champions, on met à la poubelle. Ça veut dire qu'Ibra, c'est un mec qui n'a pas compté dans l'histoire du foot. Au bout d'un moment, tous les plus grands joueurs n'ont pas pu avoir les accomplissements ultimes. Il y en a que quelques-uns, Messi, Ronaldo, Zidane, qui vont être tout au-dessus. C'est-à-dire que les autres, on va les mettre à la poubelle. C'est vrai que Suarez, c'est un petit reproche qu'on peut lui faire. Je suis d'accord, mais si tu mets tout dans la balance, et même s'il marquait pas, il pesait quand même. C'est ça le truc. Suarez, c'était pas uniquement... Tu pouvais pas le résumer qu'au stade. C'était un mec, il agressait tout le temps les défenseurs, tout le temps au pressing, tout le temps au mouvement, tu vois. Donc voilà, c'est le genre de mec, il est pas obligé de marquer 3 buts pour faire un gros match. Vaut mieux pas que je parle avec Vasla, moi. Vaut mieux pas qu'il me parle, je te le dis. Yous. Ouais, j'ai le même classement que mes compères qui ont parlé juste avant. Luis Cito, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais rajouter que c'est peut-être un neuf qui a eu le malheur de tomber dans une période où des mecs avaient décidé de mettre 70, 75, 80 buts dans une saison. Parce que lui, il fait quand même je crois qu'il fait une saison au Barça où il met plus de 50 buts. Oh, il était capable de mettre. Ça place le truc. Et puis même dans le jeu, c'est quelqu'un qui était très complet. Lucito, il fait vibrer. Et puis le tempérament de fou, quand tu l'as dans ton pays, c'est le genre de joueur que tu kiffes parce que le mec, il peut, rien que par sa mentalité, il peut t'emmener. Donc il y a toutes ces choses-là autour de lui qui font que c'est l'un des meilleurs neufs de l'histoire. Je pense qu'au moment de faire le bilan de sa carrière, on se posera, on débattra et je pense qu'il sera dans la discussion. Puis petit bonus, belle carrière, il finit, il va au Brésil, c'est beau, c'est juste beau. Et j'ai mis Edinson Cavani en 2 parce que je pense qu'il a plus de régularité au haut niveau que Forlán, même si Forlán a eu des périodes incroyables avec l'Uruguay. On se rappelle évidemment de la Coupe du Monde 2010. Il y a quelques Copas aussi où il est très bon. C'est vraiment un grand attaquant Forlán. Maintenant, Cavani, je pense qu'il a plus côtoyé le haut niveau, plus longtemps. C'est une science du déplacement juste légendaire, un attaquant kiffant, une mentalité de fou, et même les trois, je pense globalement on parle de la mentalité, mais les trois c'est le genre de neuf que tu sais que il y a une espèce de surplus mental qu'ils vont t'apporter dans une équipe, et donc voilà. Et puis grand respect pour Forlán, comme encore une fois, mais là pour le coup je le mets vraiment en dessous des deux autres. Ok, très bien. Allez. Pourquoi aller? Le moment TikTok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a pas. Mais t'as changé entre-temps ou pas? Ouais, j'ai changé. Ah, t'as changé? Ouais, mais t'as triché, Braque. Non, mais j'ai changé parce que... Moi, j'avais vu quelque chose, fallait rester sur ton idée. Non, j'avais hésité. J'avais hésité au début, après, j'ai changé. Alors... Pourquoi tu rigoles, toi, à chaque fois que j'ai même pas retourné que tu rigoles, ça me saoule, ça. Alors, messieurs, vous avez dit les termes, mais moi, je vais dire les vrais termes. Quand tu penses à Forlán... Ça, tu penses à un joueur rare, tu penses à un joueur unique, tu penses à un joueur qui a marqué l'esprit des gens parce que le mec, il a peut-être pas fait une carrière incroyable, il a peut-être pas marqué 800 buts dans sa carrière, mais tout le monde s'en souvient de Forlán, tout le monde. On a tous cette image de lui à la Coupe du Monde 2010, on a tous cette image du joueur qu'il était sur le terrain. C'était un joueur unique. Tu sais, il me fait penser à qui? Il me fait penser à Dirk Kuyt. Moi, Dirk Kuyt, c'est un de mes joueurs préférés. C'est des joueurs, en fait... Hein? Ils ont des bouclettes blondes tous les deux. C'est vrai qu'ils se ressemblent. C'était sur le côté, c'était... Le mec, il terminait, il était toujours en sueur et tout. Mais ça, c'est des joueurs, ils me parlent, moi, tu vois. C'est des joueurs, ils me transpercent. J'en ai rien à foutre que le mec, il ait pas joué au Real, qu'il ait pas joué au Barça. Moi, Forlán, je le préfère 100 fois à Suarez, je le préfère 100 fois à Cavani. Et c'est pas parce que j'aime les caméras. Arrêtez de dire que j'aime les caméras. Moi, je vous dis, Forlán, c'est un joueur extraordinaire. Très beau joueur. Malheureusement, il a pas eu la même carrière que les autres, statistiquement parlant.
talent, en termes de chemin, de parcours, mais le joueur, il nous a tous marqués. Donc voilà, Forlan, je le mets en 1, je le start sans problème. Ça se trouve, dans une autre vie, il aurait fait une meilleure carrière que Suarez, il aurait fait une meilleure carrière que Cavani, Ibra, que R9, on ne sait pas. Beauté, peut-être. Alors là, franchement, Cavani aurait été plus haut. Là, on est hors contexte, hein, franchement. J'ai mis Suarez en 2. À la base, je l'avais mis en 3, mais c'est vrai que je peux pas le mettre je peux pas le mettre en 3, Suarez. Je me suis souvenu en fait à la fin de la saison qu'il a fait à Liverpool. Et la saison à Liverpool a combien 34 buts. Et limite, il était seul au monde. Il était beaucoup trop fort. Dans le match là, c'est 3 buts de taré. C'est même un quadruplé contre Norwich. On en avait parlé. Tu m'avais dit c'était quadruplé. Tu vois, je avec but de loin et tout. Mais le duo avec Sturridge était super kiffant. Voilà. Sur Sturridge avec la C'est vague. facile aussi. Avec The Way. Ah oui. The Way. Donc pour cette magnifique saison qu'il a fait avec Liverpool, je pouvais pas le mettre troisième. Et je mets Cavani à la fin. Malheureusement, Cavani a peut-être qu'il s'est pas assez respecté lui-même. Hein. Peut-être que il a pas respecté. Bah, tu vois, au PSG, il s'est un peu fait bouffer, tu veux il dire. s'est un peu fait bouffer. Et je pense que la personnalité, c'est important dans le foot. Et peut-être qu'il en a manqué par moments. C'est peut-être pour ça que je l'ai mis en troisième. Mais joueur extraordinaire, pour moi, joueur qui reste légendaire. Et je vois que j'ai complètement perdu votre attention, donc je vais m'arrêter là. Ah non. Ah si. L'autre, il est sur son téléphone. L'autre, il est en train de bailler. L'autre, il est en train de parler à lui. Mais moi, lui, je t'ai écouté lui, il est déjà en train de ranger ses affaires. On n'a plus de batterie. Bon. Oui, bah oui. Je rebondis à ce que tu dis depuis tout à l'heure. Moi, je t'écoute depuis. Non, je t'ai vu, t'étais en train de bailler. Mais ça j'ai voulait baillé dire... 10 fois depuis tout à l'heure. Je suis crevé, mais je t'écoute. Oui, mais ça veut dire que Il t'es couché avec moi. Il s'est couché à minuit, tonton, hier. T'as dit Cavani, il se faisait pas assez respecter. Peut-être que j'ai tout écouté, je répondais. C'était irrespectueux. C'était un Je suis ensemble. celui qui t'écoute le plus s'il faut. Et bah casse-toi, je Non, t'écoute. c'était un ensemble. Je voyais que plus personne m'écoutait. Moi, excuse-moi. Je pense que c'est le moment de Il y a un s'arrêter là. superbe article sur Maxime Janvier là, donc j'étais en train de lire ça. Sur l'équipe. Ouais. Ouais, bah, je l'ai lu aussi, mais j'en parlerai pas avec toi parce que c'est pas bien ce que tu viens de faire. Merci messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Il n'y en a pas d'autres? C'est quoi aujourd'hui? C'est fini. Hein. Alors, il y en avait un autre, mais on s'est dit qu'on va le garder pour une autre fois. Ouais. Ça vous va? Allez. Vous êtes d'accord? Allez, je suis d'accord. Rendez-vous jeudi à 18h 18h. pour la prochaine émission. C'est les vacances ou quoi? C'est trop cool. Marc Rémotte. Merci beaucoup, Kanto. Ouais, merci à toi. Merci, Scipion. Merci de m'avoir Braque, écouté, merci à Braque. tous. Merci. Merci, Braque. Merci, Brux. Merci les gars. Mon meilleur ami. Et puis, on se retrouve jeudi à partir de 18h pour la prochaine émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Tim en régie. Merci à Poineau. Merci à tout le monde. On sera pas là demain. Petit repos. Et puis, on va revenir très en forme pour la suite de cette magnifique compétition. Ciao, les gars. Assam.